le club de dirigeants est une association, est un club de dirigeants, de Oui. chefs d'entreprise. C'est un espace voilà, c'est un espace qui est apolitique dont l'objectif est de créer un réseau entre chefs d'entreprise pour penser, pour réfléchir, pour traiter des thématiques qui intéressent la TPE, PME. Et aujourd'hui, on remercie Balafré Jean-Marc d'avoir accepté notre invitation pour animer ce séminaire-là. Alors, sans trop tarder, c'est Romain, je vous donne le micro. Merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je suis désolé, vous m'aviez invité il y a un certain temps déjà, hein. Je crois que la première invitation, ça devait être fin mai. J'ai eu un souci de santé, donc c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire au bon moment, qu'on était encore en confinement total. Mais bon, merci encore une fois, un club des dirigeants, et sur un thème qui m'est très cher en fait, hein, que j'essaye de partager le plus possible dans des universités, auprès de militants et de non-militants, cette question du contrat social, en fait. Et je vais essayer de l'expliquer, euh, notre vision, en tout cas, à la FGD, de ce qu'on entend par un meilleur Maroc, un meilleur contrat social pour un meilleur Maroc. Donc, quand je vous ai posé au téléphone quelques questions sur l'association, sur comment le dérouler, parce que moi j'aime bien quand ces genres de rencontres sont plus interactifs, répondent à des questions. Et vous m'avez dit, la plupart, on n'est pas très pro de la politique. Et ma réponse, et je vous la refais là tout de suite aussi, c'est moi je considère que la politique, c'est justement, il faut que tout le monde s'accapare la chose politique. Il n'y a rien de compliqué en politique. Moi, je ne suis pas né politique, hein. J'ai une formation d'ingénieur. Je m'intéressais, oui, aux choses publiques, des choses comme ça, mais je n'ai pas fait de formation spécifique universitaire de sciences politiques ou de sciences économiques. J'ai appris, je suis un autodidacte de ces questions-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis convaincu que tous les citoyens doivent s'accaparer la chose publique, que ce soit les domaines politiques, économiques ou sociaux, les questions sociales aussi. On doit, chaque citoyen doit faire l'effort d'y comprendre quelque chose, parce que c'est des choses qui nous concernent en premier lieu. D'abord, et en plus, c'est pas très compliqué. Sincèrement, quand on y rentre, c'est pas si compliqué que ça. C'est beaucoup de bon sens. Et tout citoyen a fait preuve de bon sens dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et les choses publiques, que ce soit la gestion d'une commune, la gestion d'une région, la gestion même d'un gouvernement, j'ai peut-être étonné certains, mais c'est à mon avis, c'est d'abord du bon sens. Et parmi les plus gros problèmes qu'on a au Maroc, c'est souvent les dirigeants de ces institutions-là, qu'elles soient locales ou nationales, à mon sens, souvent ne font pas preuve de bon sens quand ils prennent leurs décisions. Donc, c'est ça, mon entrée en matière. Votre association, moi, j'avais vu une conférence, j'ai déjà assisté à une de vos conférences avec un intervenant que j'avais trouvé excellente. Et je suis allé il y a une de vos valeurs que j'aime beaucoup. Je l'ai noté, en fait, en tout cas sur votre page, sur votre page Facebook, c'est le point 6 qui m'a beaucoup touché. Il y a écrit sur votre page Facebook, parmi les choses que vous respectez, vous, en tant que membre de cette association, vous dites qu'il faut respecter l'intelligence des autres. Ça, moi, c'est une question, j'assure, essentielle. Et très souvent, moi, sur ces 4 dernières années au Parlement, je me suis très souvent énervé parce que j'ai l'impression, plus que l'impression, que le gouvernement, la majorité, les grands groupes parlementaires qu'on appelle, ne respectaient pas l'intelligence des autres, et la mienne en particulier. Ne me respectaient pas en tant qu'individu qui a une certaine intelligence. Donc, très souvent, j'ai eu plus que l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Donc, voilà, il faut dire les choses très, très crûment sur des questions de comment sont fixées les priorités, comment sont décidés les budgets, pourquoi on fait tel choix que tel autre. Donc, c'est ça, voilà les questions. Alors, pour revenir au thème, le contrat social, c'est un concept philosophique qui date du XVIIIe siècle. Celui qui est très connu, le philosophe très connu, c'est Jean-Jacques Rousseau, mais d'autres philosophes ou d'autres économistes anglo-saxons ont contribué à cette définition, à ce concept, je veux dire, de contrat social. De manière très simple, c'est quoi le contrat social en sciences politiques? C'est une sorte d'accord, de contrat entre des citoyens, un peuple, et ses dirigeants. C'est-à-dire qu'un peuple décide, dans un contrat social,
décide volontairement, hein, il y a la notion de consentement, de manière consentante, à déléguer déléguer une partie de ses droits, une partie de ses libertés, une partie de ses privilèges euh, à ses dirigeants pour que ces dirigeants mettent en place l'utilité publique. Donc voilà, c'est ça le contrat social in fine, hein. Et donc les philosophes du contrat social, en le pensant et en le pratiquant ensuite, hein, dans les sociétés occidentales tout au long du fin du 18e, 19e siècle, 20e siècle, se sont rendus compte de manière empirique que la meilleure manière de construire un contrat social, c'est de mettre en place un système démocratique. Parce que c'est toujours compliqué de demander à des citoyens, quels qu'ils soient, nous, vous, la plupart vous êtes des dirigeants d'entreprise, de vous demander de manière consentante d'accepter de perdre une partie de vos libertés, de vos droits, de vos privilèges, pour ceux qui ont même un minimum de privilèges, à la faveur de quelque chose qui est pas à vous, qui n'est pas pour vous, qui serait l'utilité générale, le bien général, et de manière consentante. Donc, pour l'accepter, on a besoin, en tant que citoyen, et ça l'histoire le montre, de pouvoir dire au moins un mot sur qui sont ces dirigeants, de pouvoir choisir ces dirigeants, pas au quotidien, pas tous les jours, mais au moins de temps en temps, pouvoir dire ce qu'on pense de ces dirigeants. Est-ce qu'ils ont bien agi? Est-ce que nos libertés, nos privilèges, nos droits qu'on a perdus pour leur permettre d'exercer l'intérêt général, est-ce qu'ils ont bien mené cette mission ou ils l'ont mal menée? S'ils l'ont bien menée, on leur refait confiance et on revote pour eux, c'est ça le système in fine de la démocratie, ou bien les sanctionner et dire non, vous n'avez pas été capable, nous avons fait un effort, nous en tant que citoyens, nous avons accepté de perdre des privilèges, des droits, des libertés pour vous les mettre entre vos mains pour que, soi-disant, vous mettiez en place un intérêt plus général que une somme d'intérêts individuels, et vous avez failli, vous ne l'avez pas bien fait, et donc on vous le retire et on le donne à quelqu'un d'autre pour encore une période de 4 ans ou de 5 ans. Ça, euh, je vous assure, moi, c'est la bonne définition, à mon sens, d'un système démocratique. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça, il faut revenir aux fondamentaux, c'est ça la démocratie. Et c'est pour ça qu'elle a, sans être un système parfait, hein, c'est un système qui est loin d'être parfait, qui a plein de contraintes, mais qui est jusqu'à présent le moins pire, hein, pour paraphraser Winston Churchill, le moins pire des systèmes. Et en tout cas, si on voit l'histoire récente, hein, quand je dis récente, c'est 150 dernières années, c'est le seul système qui a permis à des sociétés, à des États, à des pays qui étaient sous-développés de se développer à travers les années. Il n'y a pas, et ça je pèse mes mots en le disant, il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui qui soit parmi allez, on va dire les 10-15 premiers pays développés, développés pas au sens purement juste économique, développés au sens plus large que juste développement économique, richesse par tête d'habitant, niveau de couverture sociale par tête d'habitant, niveau d'éducation par tête d'habitant, eh ben, il n'y a pas un seul pays parmi les 10, voire les 20 même pays les plus développés qui ne soit pas une démocratie. Vous allez pouvoir trouver des pays, quelques îles, quelques émirats qui vont avoir des niveaux de développement plus élevés, mais des pays d'une certaine taille, il n'y en a aucun aujourd'hui dans le monde qui ne soit pas démocratique, qui ait réussi justement cette transition du sous-développement vers le développement. Donc ne serait-ce que pour ça, de manière très pragmatique, sans même parler de philosophie, on devrait, tout pays, tout peuple qui aspire à un meilleur avenir, devrait se dire, bon, ben voilà, maintenant, on a 200 ans d'histoire, il y a plein de pays, certains étaient moins développés que le Maroc il y a 100 ans, certains étaient moins développés que le Maroc il y a même 50 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Quand on voit leur parcours, ces pays sont plus développés aujourd'hui et, j'allais dire comme par hasard, mais ils ont un dénominateur commun, tous ces pays, ils évoluent dans des systèmes démocratiques où la population, le peuple de ces pays-là accepte, encore une fois, la notion de contrat social, de se défaire d'une partie de ses droits, de ses libertés, de ses privilèges, au détriment, à la faveur de l'intérêt général qui est porté par des gouvernants. Je dis des gouvernants, gouvernement, parlement, chefs d'État, ainsi de suite, qui, eux, doivent rendre des comptes et sont évalués régulièrement, tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour que le peuple, de manière souveraine, décide de leur refaire confiance ou de leur dire non, c'est pas bon, je veux changer de gouvernant pour que des gens soient capables de faire mieux et nous amener collectivement vers le développement.
Voilà, donc ça, ramené au Maroc, je vais essayer d'en parler, de donner quelques exemples pour rendre les choses encore plus simples et de manière tout à fait décomplexée. Hein. Nous, à la FGD, on prône la monarchie parlementaire. Hein. On le dit, c'est dans tous nos écrits. On dit on veut une monarchie parlementaire. Donc, on n'est pas contre la monarchie, on n'est pas contre le roi, sinon on ne le dirait pas. On n'aurait pas mis monarchie parlementaire. On considère que le système monarchique est tout à fait adapté, peut-être même le meilleur système pour un pays comme le Maroc et le meilleur système même pour d'autres pays que le Maroc. Je cite très très souvent, moi, les pays que je trouve les plus développés dans le monde aujourd'hui, que sont les monarchies scandinaves et qui ont choisi de rester des monarchies. Donc ce n'est pas du tout, le système monarchique n'est pas du tout en contradiction avec le développement ou avec le développement de la démocratie. Donc la monarchie, très bien, et c'est un bon système, je pense, pour notre pays, gage d'une certaine stabilité, de la stabilité même civilisationnelle, culturelle, et ces questions-là sont importantes, et même en temps de crise, elles sont encore plus importantes en temps normal, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, aucun souci, mais il y a quelqu'un qui a dit « et la Chine ?» Je vais lui répondre tout de suite, je vais dire « la Chine n'est pas un pays développé par tête d'habitant, le PIB par tête d'habitant de la Chine est de l'ordre allez, on va dire, il est de 4 fois plus bas que le PIB par tête d'habitant des pays européens, d'Amérique du Nord et tout ça. Donc, ne prenons que développement économique, hein, parce que très souvent, on nous dit le PIB. Le PIB de la Chine, globalement, est élevé, mais par tête d'habitant, il est très bas. Hein. Il est 2 fois, pardon, j'ai dit 4 fois, c'est 2 fois plus bas que la moyenne européenne, par tête d'habitant. Et ça aussi, c'est un piège dans lequel on est tombé ces 20-30 dernières années, à comparer les pays non pas par tête d'habitant, mais par globalement. Et ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que lorsque je suis né ou je vis en Chine en tant que Chinois, est-ce que je suis aussi heureux qu'un petit Français ou un petit Espagnol ou un petit Italien? Ce qui est le plus important pour moi, c'est pas de savoir est-ce que mon pays est très riche. Non, c'est moi. Est-ce que moi, je suis aussi riche que les autres? Je reviens je reste toujours dans la notion politique. J'ai répondu à une question en direct pour ceux qui n'avaient pas vu la question qui s'est écrite. Je crois que peut-être que tout le monde ne reçoit pas les questions en même temps. Donc j'étais sur la monarchie, donc les pays scandinaves. Donc j'ai pas, moi, c'est pas un tabou. Hein, et au contraire, on assume complètement un système monarchique est totalement adapté pour le Maroc, à condition, et je rajoute la condition, nous avons eu l'occasion de le dire très souvent à la FGD, et pour ma part au Parlement très souvent, à condition que ça soit une vraie monarchie parlementaire, c'est-à-dire que les gouvernants du pays, les principales sources de pouvoir viennent du Parlement et du gouvernement pour pouvoir rendre des comptes et pour pouvoir, de façon régulière, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, pouvoir être sanctionné. Parce qu'à partir du moment qu'on a un régime monarchique, on ne va pas sanctionner le roi tous les 5 ans, donc ça serait complètement aberrant. Sinon, il y a un risque que le système monarchique disparaisse. Donc, c'est qui doit être sanctionné, positivement ou négativement, c'est les majorités gouvernementales, parlementaires, de manière régulière. Et donc, il faut que l'essentiel du pouvoir soit dans les mains de ce gouvernement. Ça, je parle au niveau national. Mais au niveau local, on pourrait dire la même chose. Il faut que l'essentiel du pouvoir, si on veut, comme ce qu'on a choisi au Maroc, une vraie décentralisation, soit dans les mains de la majorité qui gère une ville et qu'un maire ait suffisamment de pouvoir pour exercer les propositions sur lesquelles il s'est fait élire par des citoyens, pour que les citoyens, après, puissent juger positivement ou négativement au bout d'une certaine phase qui est de 5 ans ou de 6 ans. Alors, c'est là où le bas blesse dans notre pays, c'est que sans être une dictature brutale, pour être aussi très très clair et cohérent, et ce ne serait pas raisonnable de dire que le Maroc est juste une dictature, ce n'est pas vrai. On n'est pas une dictature brutale, mais on n'est pas une démocratie. Donc, on n'est pas une dictature brutale, on n'est pas une démocratie, donc on est quelque chose au milieu. Avec le truc qu'on est au milieu n'est pas bon, parce qu'il bloque complètement le développement du pays. Là, je vais faire une petite aparté pour vous dire que un système autoritaire comme celui qu'on a au Maroc peut avoir des fois des bons côtés. Il peut y avoir des bonnes décisions qui sont prises. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on n'a pas un système démocratique qu'il n'y a jamais de bonnes décisions qui sont prises. Il y a des fois des bonnes décisions qui sont prises. Le problème, c'est sur l'ensemble des décisions. Lorsqu'elles sont bonnes, c'est très bien, mais lorsqu'elles sont mauvaises, qui vous allez évaluer? Alors, je vais finir mon aparté sur des bonnes décisions, comme ça, pour vous montrer que je suis de bonne foi.
s'il y a besoin de le prouver. Au début de cette crise du coronavirus, il y a eu des bonnes décisions courageuses qui ont été prises et probablement qui ont été prises par le sommet du pouvoir au Maroc, par le roi. La décision très tôt de fermer les frontières, qui était une décision courageuse, la décision de fermer les mosquées, qui était une décision courageuse et qui était peu d'acteurs politiques et notamment la majorité gouvernementale n'a été incapable de pousser vers cette décision de bon sens de fermer les mosquées au début, parce que ça aurait été catastrophique d'avoir des mosquées au début des mosquées ouvertes avec des tels rassemblements quand on sait que dans le monde, les sources de développement du virus ont été très souvent des rassemblements et souvent des rassemblements religieux. Si on prend que le cas d'un pays comme la France, c'est un rassemblement évangélique dans l'est de la France qui a été probablement le départ ou l'explosion de l'épidémie. Donc, il y a eu des bonnes décisions. Comme quoi, pour le dire encore une fois, dans un régime autoritaire, les décisions ne sont pas toutes mauvaises, ce n'est pas vrai. Il y a des bonnes décisions. Le problème, c'est que c'est sur la durée. Parce que quand les décisions sont bonnes, a posteriori, on peut toujours dire c'est bien, on peut applaudir et tout ça, mais lorsqu'elles sont mauvaises, qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, on a un certain nombre de décisions qui ont été prises depuis 20 ans et qui ont été mises sur le dos du système autoritaire. Souvent, on nous dit c'est une décision royale ou là, on ne peut pas en discuter parce que ça a été inauguré ou ça a été comme ça, qui sont, on se rend compte aujourd'hui, des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions qui n'auraient pas dû être prises au moment où elles ont été prises. Je vais en citer quelques-unes, juste pour donner des exemples concrets. Et ça va toucher n'importe qui. En ce moment de crise, on s'en rend compte, mais même avant la crise, on aurait pu s'en rendre compte. Est-il raisonnable, dans un pays comme le Maroc, même il y a 3 ans ou 4 ans, d'avoir 2 grands théâtres de la taille du grand théâtre de Casablanca et du théâtre de Rabat, des théâtres à plusieurs milliards de dirhams chacun, lorsqu'on sait que dans le secteur de la culture, on a très peu de maisons de la culture à travers le Maroc. Dans les quartiers, on n'a pas, si pour rester que dans la culture. Ces 2 théâtres, on est en train de parler de quelque chose de 4 milliards de dirhams. Si on les joignait. Est-ce qu'il était raisonnable d'avoir 2 grands théâtres de cette taille-là à 100 km de distance? Moi, j'irais même plus loin. Est-ce qu'il est raisonnable d'avoir un théâtre de la taille de l'Opéra de Rabat, même ça? Mais à la limite, on peut dire un grand théâtre ou là, une grande œuvre architecturale dans un pays, quel que soit le pays, c'est acceptable. Mais en avoir 2, est-ce que c'est raisonnable? La réponse est non. La réponse est non. Et toute personne de bonne foi au Maroc, acteur politique, acteur économique, si vous lui posez la question les yeux dans les yeux dans un salon de manière non officielle, il vous dira oui, ce n'est pas une bonne décision. Mais on ne pouvait rien faire. C'est comme ça, il y a eu des plans d'aménagement où ça a été dit, et ça a été inauguré devant le roi, et quelque part, on ne peut pas aller contre ce genre de système. Voilà, ça c'est le genre de choses qui bloquent des développements, un développement du pays, parce que cet argent-là étant dépensé dans ces 2 projets géants, c'est autant d'argent qui ne peut pas être dépensé pour autre chose. Du même acabit, encore plus petit, je vais vous dire des choses, du type de décision que j'ai vécu. On est 9 élus locaux à Rabat. On a été élus 9, 5 femmes et 4 hommes à Agdarial en 2015. Il y a un grand chantier à Rabat qui s'appelle le chantier Rabat Ville Lumière, qui est géré par une SDL Rabat Aménagement. Et notamment, dans les plans d'aménagement de ça, ils ont planté beaucoup de palmiers. Tous les gens qui sont de Rabat ont dû s'en rendre compte. Très vite, nous, on a commencé à dire à la commune, dans toute bonne foi, en disant mais vous mettez trop de palmiers. Les palmiers ne sont pas des arbres adaptés à la ville de Rabat. C'est beau d'avoir quelques palmiers sur quelques avenues, mais partout, non. Parce que les palmiers sont des arbres qui font très peu d'ombre. Et certains quartiers, que ce soit Lagdel ou même Hayriyad, il y a des gens qui y travaillent, ont besoin d'ombre, il y a des gens qui travaillent dans des centres d'appel, des gens qui ont besoin de manger, de se balader, ne serait que de venir à pied à leur travail, ils ont besoin d'ombre, ne serait-ce que pour ces raisons-là. La réponse qui nous a été donnée par aussi bien la majorité à la ville de Rabat, c'est-à-dire PJD, RNI, Mouvement Populaire, que l'opposition, le PAM dans la ville de Rabat. Non, on ne peut pas en parler. C'est un projet, une maquette inaugurée par le roi, c'est un projet royal, on n'en parle pas. Donc les palmiers, on en parle. Vous montrez le ridicule de la situation. 1 an après qu'on ait abordé cette question-là, on a eu le dirigeant de la ville, de cette société d'aménagement, Rabat Aménagement, qui est venu faire une présentation. Et au cours de sa présentation, il a dit on va arrêter de planter des palmiers parce que le chef de l'État, le roi, a fait un tour dans Rabat, il a trouvé qu'il y avait trop de palmiers. Et là,
les mêmes élus qui nous disaient non, on ne peut pas arrêter de planter des palmiers ou proposer d'arrêter de planter des palmiers parce que ça a été inauguré par le roi, se sont mis à applaudir, à dire ah, c'est une très bonne décision. Donc ces gens-là, par le manque, on va dire le manque de démocratie dans le pays, je reviens sur la notion de démocratie, ont quelque part mis pause sur leur intelligence collective. Et là, je reviens sur une de vos valeurs en tant que vous, en tant qu'association. Quand vous dites respecter l'intelligence des autres, ben c'est ça, c'est que par manque de démocratie au Maroc, très souvent, nos décideurs, nos élus décident de mettre en pause leur intelligence et ne respectent plus l'intelligence des autres et la leur même. Donc voilà, une des grosses contraintes de ne pas être en démocratie. Donc voilà, donc, j'espère qu'avec ces deux exemples, j'ai essayé de prouver pourquoi c'est important d'aller vers la démocratie, ne serait-ce que de manière le plus simple. Et c'est simple, hein, la question politique est simple. C'est juste parce qu'on a le droit, on a même plus que le droit, on a le devoir, nous en tant que citoyens, vous êtes chef d'entreprise, moi en tant que citoyen, les uns les autres, de dire notre mot au moins tous les 5 ans sur qui nous dirige, qui dirige notre ville. Est-ce que c'est bien dirigé? Est-ce qu'on est satisfait de cette direction? Est-ce qu'on est satisfait de la direction du gouvernement? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et on doit pouvoir sanctionner, dire oui ou non. Ça, c'est un droit et même, je dirais même plus, un devoir qu'on a. Alors ça, c'est sur la question politique. La dimension contrat social, il y a une dimension, bien entendu, économique. J'ai dit tout à l'heure, c'est dans le vrai contrat social, c'est quand on accepte aussi de perdre une partie de ses privilèges. Sur la partie droit et liberté, pour le comprendre très, très facilement, c'est ce qui fait que, par exemple, pendant une crise comme Corona, on est resté à la maison, on a décidé d'être confiné, ça se comprend très bien parce que c'est pour notre sécurité collective. Quand on vient aux privilèges, c'est un peu plus complexe. C'est quoi? C'est d'accepter de payer collectivement de l'impôt de manière juste et de ne pas tricher sur l'impôt. Pourquoi? Parce que l'impôt sert à créer l'État social. Les pays occidentaux, ce qu'on appelle les pays occidentaux aujourd'hui, ou les pays qui ont été capables de mettre en place un État social, grande partie occidentaux, mais aussi Amérique du Nord, Asie, Japon, Corée du Sud et un certain nombre, voilà, c'est ça en gros, et pays d'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, les pays-là, pendant le XXe siècle, ont créé un certain nombre d'impôts et des systèmes fiscaux qui ont permis de financer l'État social, c'est-à-dire de payer d'abord, premier truc, l'école de qualité pour tous les enfants du pays. Je dis bien l'école et l'école publique. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dans ces pays-là, vous avez, à de rares exceptions près, 90% des enfants qui sont scolarisés à l'école publique. Hein. Aux États-Unis, c'est 90, en France aussi, c'est de l'ordre de 90. Vous avez d'autres qui ont inventé des systèmes annexes publics, privés, mais c'est assez rare. Mais en gros, c'est l'école publique. Donc l'école, la santé, une santé de qualité pour tous. Et voilà, on vient de sortir, on est en train, j'espère, de sortir de la crise du coronavirus, et on s'est rendu compte à quel point la santé est importante et aussi à quel point notre système de santé, malheureusement, est catastrophique au Maroc. On a tout fait pour le protéger. Jusqu'à présent, on a réussi à le protéger, mais on a conscience maintenant, je crois tous les Marocains, que c'est un système très, très fragile et qu'il faut à tout prix réinvestir dedans. Alors bon, entre le savoir et le faire, il y a une différence. Donc les pays, ceux qui ont un État social, l'ont fait, ont financé ça. Et ça a coûté beaucoup d'argent. Mais ça a été financé par de l'impôt. Les citoyens de ces pays-là ont accepté de perdre de leurs privilèges, et je parle notamment des plus fortunés parmi ces pays, ont accepté de payer plus d'impôts que la classe moyenne et bien entendu que la classe populaire, sous la forme de deux types d'impôts principaux. Il y en a un qu'on a au Maroc et un qu'on n'a pas. Le premier qu'on a, c'est un impôt sur le revenu. C'est une invention assez récente, l'impôt sur le revenu. C'est 1900, il a été mis en place, je crois, 1915, d'abord aux États-Unis et puis dans le reste de l'Europe l'a mis en place. Donc, il existe aussi chez nous. À la différence dans ces pays-là, c'est qu'il est juste. Nous, il est injuste. Il est quasiment régressif. Très, très rapidement, il est à 38%. C'est ça la notion régressive. C'est-à-dire, dès que vous dépassez 180 000 dirhams de revenus annuels bruts, vous êtes à 38%. Donc, finalement, tous les salariés au-dessus de 12 000 dirhams net par mois, ou même pas 11 000 dirhams net par mois, payent le même niveau d'impôt, ce qui est très, très injuste. Et plus encore en termes d'injustice, les non-salariés payent un taux plus bas.
ceux qui payent. Hein. Et ceux qui payent un taux plus bas. Et là, je parle de qui? Je parle de ceux qui ont une rente immobilière ou une rente mobilière, des actions en bourse et qui leur génèrent du revenu. Eux sont à des taux qui sont plus bas que les salariés, que le revenu du travail. Ça, vous ne le trouvez pas dans les pays où il y a un contrat social. Vous ne les trouvez pas dans les pays occidentaux. Vous avez dans ces pays-là, sur l'impôt sur le revenu, une justice fiscale qui fait qu'au minimum, l'impôt, les revenus sont taxés de la même façon qu'ils soient du travail ou du capital. Donc ça, c'est le minimum, avec même des mouvements qui disent qu'il faut taxer plus le capital que le travail. Nous, on en est très loin. On a un capital, les revenus du capital sont beaucoup moins taxés lorsqu'ils sont taxés que les revenus du travail. Donc ça, c'est le premier impôt qui existe chez nous, mais qu'il faudrait améliorer, qui, bien entendu, créerait, lorsqu'on le mettrait en place, demanderait un effort de la part des privilégiés. Enfin, les privilégiés, ceux qui ne payent pas assez aujourd'hui, devraient payer plus pour le bien commun, pour payer de l'école publique pour tout le monde. Et souvent, c'est pour ça que je dis accepter de perdre de ces privilèges, parce que probablement que ceux qui devraient payer plus d'impôts, aujourd'hui, leurs enfants ne sont pas à l'école publique. Mais c'est ça le contrat social, c'est d'accepter, pas de payer que pour ses propres enfants, pour que tous les enfants du pays se développent collectivement, pour que la nation se développe. Donc, ça a dit le premier aspect. Je reviens sur le deuxième impôt que nous n'avons pas et qui demande un sacrifice en termes de privilèges, c'est l'impôt sur le stock. J'ai parlé d'impôt sur les revenus annuels, mais l'impôt sur le stock qui existe, qui s'appelle un impôt sur la fortune ou un impôt sur le capital, avec deux types sur le capital, pardon, pas la fortune, on va parler d'impôt sur le capital, qui existe, lui, pour le coup, depuis la fin du XVIIIe siècle, aussi bien aux États-Unis qu'en France, à travers un impôt qui s'appelle l'impôt sur l'héritage. La Révolution américaine, ça a été la première grande décision de la Révolution américaine, c'est de mettre en place un impôt sur l'héritage, un impôt progressif sur l'héritage. Pourquoi? Dans la philosophie, je fais exprès de prendre l'exemple américain, parce que souvent, enfin, je suis quelqu'un de gauche, donc a priori, ce n'est pas les États-Unis que je devrais prendre en exemple, je devrais prendre d'autres exemples, mais je prends comme ça même quelqu'un et je pense que quelqu'un de vraiment libéral devrait être d'accord avec ces idées, la nécessité de mettre en place un impôt un impôt juste, raisonnable sur l'héritage. Il est hors de question de prendre tout l'argent des héritiers, mais de prendre une petite partie de cet argent-là. Donc les Américains l'ont mis en place pour justement lutter contre la rente générationnelle. Faire en sorte que quelqu'un qui gagne de l'argent toute sa vie, bien entendu, il a envie de laisser l'argent pour ses enfants. C'est naturel, c'est humain, c'est normal et c'est raisonnable. On ne doit pas lui enlever son argent, non. On doit lui permettre de laisser une grande partie, moi je dis, de cet argent pour ses héritiers, pour ses enfants en particulier. Mais qu'une partie de cet argent-là serve à financer l'État social, ça aussi, ça devrait être considéré comme raisonnable. Alors, je vais vous donner des propositions que nous faisons au Maroc, nous, depuis 4 ans que nous sommes au Parlement, en tant que FGD. On dit, on va bâtir sur un impôt qui existe, qui s'appelle Ihsa Tarikat, qui est de 1% sur l'héritage, mais de le rendre progressif, c'est-à-dire de laisser 1% jusqu'à 100 000 dirhams et après monter progressivement. La tranche supérieure, elle serait à 5%, puis des tranches à 10%, à 15%, jusqu'à arriver au-dessus de 100 millions de dirhams d'héritage. Pour ce qui est au-dessus de 100 millions, pas ce qui est en dessous, ce qui est au-dessus de 100 millions, une tranche qui serait de 30%. Alors, beaucoup de gens s'effraient quand ils entendent ce type de proposition. C'est la réaction que j'ai eue de pas mal de gens, même des gens raisonnés. Ils m'ont dit non, mais attends, 30%, l'État va me prendre 30%, comment ça? Je lui ai dit, ma réponse, c'est aux États-Unis, aujourd'hui, c'est plus que 30%. La tranche supérieure est plus que 30%. Et pays d'Europe occidentale aussi, la tranche supérieure est plus que 30%. Dans certains moments de l'histoire de l'Europe, des pays développés, ces tranches-là sont, et même aux États-Unis, la tranche supérieure est montée des fois jusqu'à 70-80% pour des fortunes très, très grandes, avec l'idée qu'il fallait, d'une génération à l'autre, que les cartes soient un minimum redistribuées. Donc, quand on parle de 30% au Maroc pour au-dessus de 100 millions de dirhams d'héritage, ça devrait être considéré comme raisonnable parce que les héritiers auraient quand même 70%. On est en train de parler déjà de plus de 70 millions de dirhams d'héritage. Alors voilà, c'est ça, accepter de perdre ce privilège. Pour l'accepter, et je vais faire le lien direct avec notre proposition,
c'est de dire, pour rendre les choses très concrètes, c'est ce qu'on propose nous, c'est de dire que cet argent-là serve à un fonds uniquement dédié au sauvetage et au développement du système éducatif. Et avec ce type d'héritage, le progressif, raisonnablement progressif sur l'héritage, on pourrait générer en entrée fiscale jusqu'à 3 milliards de dirhams annuels. Alors, 3 milliards de dirhams, ça permettrait de faire beaucoup de choses. Ça permettrait, par exemple, de généraliser le préscolaire pour tous les enfants du Maroc, qu'il n'y ait pas un enfant de 4 ans ou de 5 ans, nulle part, qui n'ait pas la chance de rentrer à l'école un peu plus tôt pour apprendre à dessiner, à collaborer avec d'autres enfants, à parler avec sa maîtresse, avec son maître, des choses qu'on sait aujourd'hui, les sciences éducatives montrent que c'est essentiel pour le développement de l'enfant, pour lui permettre de réussir au primaire et au secondaire et même au supérieur. Quand on n'a pas fait du préscolaire, on a beaucoup moins de chances de réussir. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on propose de faire. Un autre exemple, parce qu'on vient de sortir enfin, on n'est pas encore sorti malheureusement, mais on a passé plusieurs mois en confinement et euh, on a vu un peu ce que c'était que l'éducation à distance et ce qui n'a pas marché dans l'éducation à distance. Je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que c'est la solution dans l'avenir, c'est que l'éducation à distance, mais on a vu notamment pour les plus pauvres parmi les concitoyens, ce qui a bloqué l'éducation à distance, c'était le manque, l'absence tout simplement de connexion Internet et d'outils informatiques. Et bien avec 3 milliards de dirhams, peut-être un peu plus, un tout petit peu plus, on pourrait généraliser l'accès à une tablette basique avec une connexion Internet à tous les écoliers du Maroc. Pour rendre les choses concrètes. Donc, alors moi, c'est par ce biais que je parle de contrat social. Je dis, et je veux convaincre même les plus fortunés parmi nos concitoyens en leur disant, est-ce que vous trouvez quelque chose de plus beau comme don, enfin, comme don de soi, comme acceptation de, 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 de solidarité, que toute votre vie, bien entendu, vous ayez gagné de l'argent pour les laisser à vos enfants, que vous laissiez le maximum si vous êtes la chance vous a donné, ou là vous avez été tellement performant que vous avez une fortune de plus de 100 millions de dirhams, eh ben, ça va aller, plus de 70% va aller à vos enfants, mais qu'une partie va aller à la communauté pour permettre à tous les petits-enfants du Maroc, à toute la nouvelle génération, d'avoir accès, par exemple, à du préscolaire, ou là, c'est en sortant maintenant de cette crise Corona, accès à un outil informatique pour suivre des cours à distance. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est-à-dire où on peut créer quelque chose qui peut créer un enthousiasme collectif, dire voilà, ça sert à quelque chose. On a l'effort qu'on va faire, la perte de privilèges qu'on va avoir va servir à quelque chose, un projet collectif. Et ben c'est ça le contrat social. Moi, c'est tout ce que j'espère pour mon pays. Hein. C'est ce type de projet collectif euh, pour voilà, se lancer dans l'avenir. C'est-à-dire, mais encore une fois, quand on parle de cette notion de contrat social, il ne faut pas penser que c'est avec une baguette magique les choses peuvent changer. Il faut faire des efforts. Il y a des efforts à faire et des efforts collectifs, des efforts de tous. Tout le monde doit faire des efforts pour développer notre pays. Euh, ça ne se fera pas comme ça, par un coup de baguette magique. Ça se fera à travers un certain nombre d'efforts collectifs, d'accepter de perdre une partie de nos droits, de nos privilèges, de nos libertés pour un intérêt général. Alors, tout reste dit. Alors, comment on le démarre? Après, la question politique, c'est comment on le démarre. Parce que pour accepter ça, notamment quand on fait partie de la classe moyenne, même d'une classe moyenne supérieure, privilégiée, eh ben on se dit, bah, pourquoi moi, je serais le dindon de la farce alors que ceux qui sont au-dessus de moi, les plus riches, eux, font aucun effort, ne donnent rien, ne font rien. Bah oui, eh ben, il faut que les plus riches, les plus fortunés, ceux qui ont le plus de pouvoir aujourd'hui, montrent l'exemple. Ça doit commencer comme ça. Hein, ça ne peut marcher que comme ça. Si on veut le faire de manière pacifique, il faut que ça soit les plus puissants, les plus riches doivent faire un effort supérieur à celui des moyens, qui eux-mêmes doivent faire un effort plus important que les moins fortunés parmi nos concitoyens. C'est ça l'enjeu, de manière très basique. Hein, mais je vous assure, la politique, c'est une question de bataille entre des intérêts. La politique, c'est ça, c'est des intérêts, des lobbies qui se battent dans le sens. Et la démocratie fonctionne réellement quand peut-être ces lobbies, ces groupes d'intérêts contradictoires, en s'affrontant, arrivent à quelque chose qui est l'intérêt collectif. C'est-à-dire, et chacun fait un effort, chacun accepte de perdre un petit peu pour qu'il y ait un gain collectif. Et après,
eh ben, on se remet à gagner. C'est ce qu'on voit dans les pays développés, c'est que lorsqu'ils ont perdu leurs privilèges, par exemple, si on prend la France ou la Grande-Bretagne, au début du XXe siècle, hein, je vais vous le dire, hein, de manière très simple, 1% de la population française ou britannique, ça c'est les références, c'est des livres de M. Piketty, l'économiste français, notamment je vous encourage à lire le dernier, le Capital et idéologie, mais même celui d'avant, le Capital au XXIe siècle, et avec des graphiques très concrets, parce que là-bas il y a de la data, il y a des données. 1% de la population française ou britannique à la fin du XIXe siècle ou le début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, avait l'équivalent de 60 à 70% du capital du pays, en foncier, en immeubles et en entreprises et tout ça. Et bien, en l'espace de 30-40 ans, même un peu plus, 50 ans, ils sont passés donc les 1% ne détenaient plus que 20%. Donc, c'est 1% les plus riches du pays. Donc, si on prend l'échelle marocaine, c'est-à-dire les 300 000 Marocains les plus fortunés, perdraient beaucoup. Et c'est ce qui s'est passé chez les plus fortunés parmi les Français et les Britanniques. Ils ont perdu beaucoup pendant les 30 années. Mais quand vous comparez la France ou la Grande-Bretagne ou même les États-Unis en 1913, 1914 et ensuite en 1960, 1970, vous voyez que ces pays-là sont beaucoup plus développés en 1960-70. Donc même ce 1% des plus privilégiés, à travers tout ce qu'ils ont perdu, ils ont quand même fini par regagner dans un pays beaucoup plus développé, avec beaucoup plus d'opportunités, même de manière sous un angle très, très, très libéral. Mais pour insister sur ce point, que le développement, si on veut suivre la voie des pays qui ont réussi le pari économique du développement économique, il devra se faire à travers des efforts, et notamment des efforts des plus privilégiés au sens large. Hein. On devra perdre, nous, les uns les autres, ceux qui sont privilégiés, une partie de nos privilèges, de notre façon de vivre, au profit du collectif, pour qu'ensuite nous y regagnions tous ensemble. Ça, on peut le visualiser. Hein. En parlant par exemple d'école, on peut le visualiser. C'est notamment à partir de la classe moyenne au Maroc, toute la classe moyenne envoie ses enfants à l'école privée. Il y a plus d'1 million d'enfants dans les écoles privées. En gros, tous les fonctionnaires aujourd'hui, les salariés, dès qu'une famille dépasse les 5 000 dirhams de revenus du foyer, les gens vont à l'école privée. Donc, quand nous faisons, nous, à la FGD, la proposition de mettre plus d'argent dans l'école publique, c'est à travers les impôts. Donc, ça veut dire cette classe moyenne, elle ne va pas y trouver son compte tout de suite. Hein, c'est clair, parce qu'elle, au début, elle va continuer à envoyer ses enfants dans l'école privée, elle va continuer à payer, mais elle va accepter de payer plus d'impôts pour que les enfants de familles moins favorisées puissent étudier dans une école d'une meilleure qualité. Alors, avec le temps, cette école publique se développant, cette classe moyenne reviendrait vers l'école publique. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas demain. C'est-à-dire qu'en augmentant le budget significativement, le budget de l'éducation, et en gérant mieux ce budget tout de suite pour faire en sorte que les enfants qui vont à l'école publique aient une meilleure éducation, ça ne va pas faire en sorte que vous allez décider de mettre tout de suite vos enfants dans l'école publique. Donc, vous allez accepter de perdre un peu pendant une année, quelques années, pour que collectivement, nous y gagnions. Donc voilà, c'est ça, pour être très franc et pas faire de populisme dans l'histoire. Hein, c'est ne pas mentir aux gens, leur dire non, un système démocratique, un système plus juste au Maroc profiterait à tout le monde tout de suite. C'est pas vrai. Il y a un effort à faire pour que nous y arrivions. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si cet effort n'est pas fait, on court des vrais risques. C'est là où la classe privilégiée devrait se poser aussi des questions. C'est qu'en ne faisant pas cet effort, en refusant une fiscalité plus juste, plus progressive, en refusant un impôt progressif sur le capital, sur la fortune, un impôt progressif sur l'héritage, on prend un risque d'explosion sociale. Parce que je suis convaincu que ceux qui regardent là maintenant et parmi les dirigeants, vous êtes conscients aussi bien que moi, un certain nombre de quartiers de notre pays où des gens euh, vivent très très mal, vivent vraiment dans des conditions délétères. On est encore un pays, on le voit toujours, là on a été confiné, donc peut-être qu'on a un peu oublié, mais juste en sortant, on a des mendiants à tous les coins de rue. On a encore beaucoup dans les feux rouges des enfants qui mendient. Donc on est encore un pays où il y a ça, et de manière importante. C'est pas juste un tout petit pourcentage de la population. On a encore beaucoup de gens qui vivent très mal.
Voilà, donc juste, voilà pour dégrossir. Je pense que j'ai dépassé les 40 minutes. Je vais m'arrêter là et les questions ouvertes sur tout ce que vous voulez. Un point, je crois que je l'ai dit au début, mais je veux réinsister là-dessus. La question de développement, un meilleur Maroc, parce que c'est aussi le titre de cette conférence, demande un engagement plus important des uns et des autres. Je l'ai dit tout à l'heure, on doit tous s'y intéresser. C'est un droit, mais c'est un devoir de s'intéresser à la chose politique. Et ce n'est pas si compliqué que ça, comme ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est aussi un devoir. Parce que ce dont on s'est rendu compte, les 9 élus de Agder Riyad et de la ville de Rabat depuis 2015, pour ne pas citer que cette période-là, et moi-même au Parlement, c'est que on n'a pas les élus qu'on mériterait en tant que Marocains. Et que notamment au sein de l'élite, que ce soit des dirigeants d'entreprise, de l'élite dans la fonction publique, tout ça, il y a des gens qui devraient donner un peu de leur temps pour être des élus locaux, pour être des parlementaires. C'est du don de soi. Faire ça, il faut des gens. Si on veut améliorer les choses, il faut que les gens s'impliquent. Vote, c'est une évidence, mais moi je dirais même plus que voter, se présente aux élections, notamment les élections locales. Quand vous allez au conseil municipal de Rabat, ou celui de Agder Riyad, mais je dirais la même chose de conseil même d'arrondissement de Souissi, allez-y, pour ceux qui habitent Rabat, ou ceux qui habitent Casa, qui nous regardent, ou n'importe quelle ville, allez un jour, c'est des séances ouvertes, regardez malheureusement, sans vouloir généraliser, mais le niveau de la majorité de nos élus dans nos villes. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, en tout cas, ceux parmi l'élite qui regardent cette émission, je pense qu'il y a une partie, parce que c'est une émission en plus en français, je pense que vous avez, certains d'entre vous, c'est un devoir moi, à mon sens, c'est un devoir pour vous de vous impliquer. Et que quelques-uns d'entre vous soient dans ces conseils municipaux aux prochaines élections, c'est dans un an, pour que les choses aillent mieux, pour que les décisions qui sont prises, ou au moins les débats qui ont lieu, soient des débats plus de bon sens que le type de débat qu'on a aujourd'hui, et que les décisions qu'on a soient des décisions pour rester rien que sur le bon sens, de bon sens plutôt que des décisions comme celles qu'on voit. Voilà. Excellent, merci beaucoup, Sir Omar. C'était très informatif, très structuré. Mais écoutez, si je me permets de résumer un petit peu ma compréhension, et comme je l'avais dit, ma culture politique est très limitée. Alors, ce que vous proposez aujourd'hui, contrat social, c'est égal intérêt collectif. Ça, c'est le premier point. Et pour y arriver, vous proposez révision de la fiscalité pour restaurer l'éducation publique. Et aussi, ce travail-là, c'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est paradoxal, ou peut-être à compte courant, c'est l'élite qui doit le faire. Et pour financer, je veux dire, accepter de se délester d'une part de leur revenu au profit d'un service, entre deux guillemets, qui ne vont pas recevoir immédiatement dans cette perspective-là de contrat social, dans l'intérêt collectif. Oui. Parmi une des questions que je voyais ici sur Facebook, est-ce qu'il suffisait de ça? Est-ce qu'il suffit d'avoir le financement pour y arriver? Ou est-ce qu'il faudrait autre chose? Oui, c'est une très bonne question. Mais c'est une très bonne question. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Le financement n'est pas suffisant. Mais pendant longtemps, moi, ça m'a beaucoup, parce que je m'intéresse à la politique depuis longtemps, quasiment depuis que je suis majeur ou un peu après, à peine après. Pendant toutes les années 2000, j'ai entendu que, par exemple, le problème de l'éducation, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de gouvernance. OK? C'est ce qu'on dit. Même aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent ça. Excusez-moi. Moi, depuis que je suis parlementaire, j'essaye. Enfin, c'est un travers scientifique, mais bon, c'est comme ça que je fais les choses. Hein. J'ai comparé les budgets de l'éducation au Maroc par élève avec les budgets de l'éducation par élève dans d'autres pays. Alors, bien sûr, j'ai commencé avec les pays où l'éducation est plus développée, la Finlande, l'Europe, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, tout ça. En gros, dans tous les pays, en moyenne, l'État dépense autour de 80 000 à 90 000, voire 100 000 dirhams par élève par an. Dans ces pays-là, c'est comme ça que ça se passe. C'est les pays développés. Okay. Nous, on est à 7 000 dirhams par an. Okay. Alors, vous avez beau me dire, on n'a pas le même pouvoir d'achat, comme ça, le prof coûte moins cher au Maroc, au Japon, en France. OK.
mais enlever le coût du prof, il y a d'autres choses. Hein. Et c'est là qu'on voit le type de problème qui se pose. Mais je ne me suis pas limité à comparer avec ces pays. Je suis allé à des pays qui ressemblent plus au Maroc, et notamment un qui s'appelle la Tunisie, qui n'est pas très loin du Maroc. Et qui, quand vous regardez les résultats scolaires en Tunisie, sont bien meilleurs qu'au Maroc. Les études internationales montrent que les résultats des petits Tunisiens à l'âge de 10 ans sont meilleurs que les Marocains et que le reste du monde arabe d'ailleurs, hein, les Tunisiens depuis longtemps. Et bien eux dépensent 11 000 dirhams par élève par an. Donc nous, on est à 7 000, eux, ils sont à 11 000. On a plus ou moins le même PIB hein, par tête d'habitant. Donc il y a un gap entre nous et les Tunisiens. On me dise ce qu'on veut, puis on peut dire ce qu'on veut, mais quand vous dépensez n'importe qui, c'est du bon sens, vous saurez que vous ne pouvez pas faire la même qualité avec 7 000 dirhams qu'avec 11 000 dirhams dans n'importe quel domaine. Alors, il y a un gap de l'ordre de 30-40%, et c'est quand même important. Donc, une des revendications qu'on essaye de porter, nous, à la FGD, notamment au Parlement, c'est on ne demande pas d'avoir le budget d'éducation par tête d'habitant qu'aurait la France ou l'Espagne ou le Portugal ou le Japon ou l'Amérique. Non, on veut juste par tête d'habitant ce qu'a la Tunisie. Et bien ça demande de l'ordre de 30 milliards, un peu moins de 30 milliards de dirhams par an en plus pour l'éducation. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que, et après, c'est ça aussi. Il y a des choses qui sont faites au Maroc hein, dans l'éducation. Ce n'est pas vrai que rien n'est fait. Il y a même des très bons directeurs, il y a des bons profs, il y a plein de choses. Mais il y a des choses basiques qu'on ne peut pas faire par manque d'argent, par manque de volonté d'y mettre de l'argent. Un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé pour avoir tourné sur beaucoup d'écoles, les écoles publiques au Maroc, la grosse majorité, n'ont pas de gardien à la porte et n'ont pas de femmes de ménage. La majorité des écoles, pas que, même dans les villes, hein, n'ont pas de gardien à la porte. Vous avez au Maroc le taux d'encadrement administratif en termes de service, c'est-à-dire gardien ou femme de ménage, dans une école publique, il est de une personne, un agent pour 900 élèves. Dans le privé au Maroc, tous les privés confondus, hein, je ne parle pas que des missions étrangères, hein, même les privés à 700 dirhams par mois, la moyenne, elle est de un agent de service pour 40 élèves. Voilà, regardez le gap entre le privé et le public. Comment on gère ça? Avec de l'argent. Pas nécessairement, ça, pour cette question-là, ce n'est pas nécessairement des impôts en plus. C'est une volonté politique de réallocation de budget. On peut prendre des agents communaux, des gens qui sont salariés fonctionnaires des communes, et leur demander, ils sont par exemple agents de sécurité, au lieu d'être agents de sécurité devant une muqata'a, et bien d'être agents de sécurité ou gardien devant une école. Femme de ménage dans une annexe administrative, au lieu d'être là-bas, l'être dans les écoles de la commune ou de l'arrondissement. Ça demande, c'est ça, réallouer. Certains ministères sont très bien dotés, ministères en termes de ressources humaines de faible niveau en fait, d'éducation, et bien les réallouer d'abord aux écoles. Ça changerait beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de directeurs, moi, pour avoir discuté avec beaucoup de directeurs d'écoles publiques, la première auquel je leur dis, s'il y a quelque chose qui devait changer tout de suite, ils me disent, ouais, quelques agents de service, un ou deux, et un agent administratif, une assistante pour m'aider sur les photocopies. Très souvent, le directeur est tout seul. Ce que vous ne retrouvez pas dans le privé. Juste, voilà, donc des petites choses, mais qui demandent de l'argent, parce que ça demande de la réallocation de budget d'autres ministères ou là, des collectivités locales vers ça. Donc, c'est de l'argent. Ouais. D'accord, je retiens deux choses. Donc, bien sûr, on a besoin d'un budget pour restaurer cette éducation publique. Et en même temps, là, vous l'avez nommé la volonté politique, une volonté politique pour redistribuer cet argent-là. C'est d'abord la volonté, je suis d'accord avec vous, c'est d'abord la volonté politique. Et elle n'y est pas. Là, je vais le dire franchement, aujourd'hui, et personne ne peut dire qu'elle y est, quand vous avez un ministre de l'Éducation, et je vais le citer lui, qui, il y a 2 semaines, au Parlement, parce que la crise du corona a montré qu'un certain nombre d'écoles privées au Maroc, pas toutes les écoles, il ne faut pas généraliser, il y a de très bonnes écoles privées au Maroc qui sont responsables et professionnelles. Il y en a beaucoup. Mais un certain nombre d'écoles privées n'ont d'école que le nom. C'est des business qui essayent de pomper l'argent des parents. Et notamment des écoles à 800 dirhams, à 1000 dirhams par mois, vous en avez beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du corona? Ils ont arrêté d'enseigner à leurs enfants, ils n'ont pas accompagné les enfants et ils ont viré les profs. D'accord. Donc, une partie de la classe, cette petite classe moyenne qui mettait ses enfants dans ce type d'école, et souvent cette classe moyenne les mettait parce qu'elles avaient peur que leurs enfants se retrouvent dans la rue.
C'était des fois juste ça la question. Il y a des classes, mais ils étaient prêts à retourner à l'école publique. Vous avez un ministre de l'Éducation qui dit non, il ne peut pas y avoir de retour massif. L'école, nous n'avons pas les budgets pour gérer des retours massifs de la classe moyenne vers l'éducation publique, l'école publique. Ce n'est pas normal. Et dans le même temps, le même gouvernement, dans la loi de finances rectificative, a réduit le budget de l'éducation nationale de 2020 de 5 milliards de dirhams. 5 milliards de dirhams qui ont été enlevés. Donc voilà, il n'y a pas de volonté. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique pour faire de l'école publique deux choses. Vraiment un vecteur d'ascension sociale, quelque chose qui juste montrait un niveau suffisant pour permettre de l'ascension sociale pour les plus défavorisés. Et puis, moi, je rajouterais une couche, aussi un vecteur, un lieu pour commencer pour la classe moyenne qui est à la limite, qui, elle, a dit que la classe moyenne qui dépense aujourd'hui 1000 dirhams par enfant ou la 800 dirhams, 900 dirhams par enfant dans l'école privée, où elle n'est pas très satisfaite, si vous lui mettez une école publique un peu mieux qu'elle est aujourd'hui, avec des agents de sécurité, un peu de nettoyage, quelques équipements informatiques, une bibliothèque, des choses comme ça, reviendrait à l'école publique. Et qu'est-ce qu'elle gagnerait? D'abord, l'école publique gagnerait parce qu'il y aurait un peu plus de mixité sociale et cette petite classe moyenne gagnerait en pouvoir d'achat. Elle va économiser jusqu'à, si elle a 2 enfants, 1500, 2000 dirhams par mois. Et ce n'est pas rien, 2000 dirhams par mois pour un foyer qui gagne 5000 dirhams. Si vous lui donnez 2000 dirhams de pouvoir d'achat en plus, ces petits couples de fonctionnaires, par exemple, à Rabat, ou vraiment de petites, où il y a une des personnes qui est fonctionnaire, jusqu'à même 2000 dirhams par mois, même jusqu'à 15 000 dirhams pour un foyer, là, c'est beaucoup, 2000 dirhams. Eh ben, ce n'est pas rien. Eh ben, il n'y a même pas cette volonté politique aujourd'hui. Effectivement, effectivement. Écoutez, j'ai envie peut-être qu'on oriente un petit peu. J'ai pas mal de questions, j'ai pas mal de commentaires ici sur Facebook et sur Zoom. Certainement, vous avez remarqué ça. Bah, j'ai Ouais. essayé de résumer un petit peu les questions. Bah, je vais donner peut-être des axes. À défaut de poser toutes les questions, je trouvais peut-être c'est le plus simple. Bon, il y a des questions qui retournent sur comment relancer l'économie marocaine après Covid. Quel est le rôle des banques? Quelle est la politique industrielle? Moi, je trouve, peut-être ça c'est très en relation avec l'éducation, parce que bon, éduquer, certes c'est intéressant, avoir des diplômes, certes c'est aussi important, mais la question, où vont-ils travailler s'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas je dirais une économie en place? Qu'en est-il de la place de l'informel? Quel est son impact? Voilà. Et bon, pour terminer peut-être, quelles sont les mesures prises lors du Covid? Est-ce que les mesures prises lors du Covid répondraient vraiment au conditionnel aux attentes des entreprises marocaines, de votre point de vue, bien entendu? Oui, ok. Alors, merci pour ces questions. Alors, c'est chez vous que si Najib Aqsbi était passé hier, que vous aviez eu Najib. Ouais. Absolument, oui. Oui. Alors, je ne vais pas répondre à tout parce que Najib avait très très bien fait des propositions. On est ensemble à la FGD, donc ceux qui veulent vraiment des réponses complètes de nos positions en tant que FGD, je vous invite vraiment à revoir la vidéo où il était très, comme il est souvent, il explique très très bien de manière pédagogique des choses qui paraissent compliquées mais qui deviennent simples comme quand il les dit, si Najib. Et ça, il a un grand talent là-dessus. Et donc, je vous encourage vraiment à voir. C'est notre position depuis le début, au milieu de cette crise, les réflexions qu'on a eues en tant qu'AFGD sur qu'est-ce qu'on doit faire pour notre pays. Mais je vais quand même répondre, donner quelques pistes. L'informel, c'est très important. Ça rejoint un peu le thème. Hein, un des mots MAUX de la société marocaine est cet informel, hein, prépondérant. On s'en est rendu compte, là, pour ceux qui ne s'en étaient pas rendu compte avant, la crise du corona l'a montré. Hein. Pour la première fois, la CNSS a avoué n'avoir que 2,5 millions d'inscrits. Hein. Avant, on parlait de 3,5 millions. Très souvent, il y avait un conflit sur les chiffres. On entendait 3,5 millions, voire 4 millions de personnes déclarées à la CNSS. Quand il y a eu la question les remboursements, les indemnités qui étaient sur la base de la CNSS a sorti le chiffre officiel de fin février qui est 2,5 millions. D'accord? Ça devrait nous frapper. La population active au Maroc, c'est de 11 millions d'habitants. On a 2,5 millions de personnes inscrites à la CNSS fin février. C'est quand même, ça devrait nous interpeller.
certains secteurs, euh, notamment la restauration, les cafés, restaurants, on parle de l'ordre de 80% de non-inscrits à la CNSS. Ça a été, pendant le Covid, un drame absolu pour beaucoup d'entre eux, les garçons de café, hein, les serveurs des cafés, qui n'étaient pas à la CNSS pour la plupart, et qui n'étaient pas ramédistes en plus, parce que leurs revenus avec les pourboires et tout ça, les mettaient peut-être, ils se sentaient un peu au-dessus du besoin de se déclarer RAMED. Donc, ils se retrouvaient parmi les derniers à être indemnisés. Voilà, donc l'informel, qui est une plaie dans notre société, est à mettre en parallèle avec la question du contrat social. Parce que ça veut dire quoi? Que tout le monde soit déclaré. Tout le monde déclaré, ça veut dire que tout le monde cotise. Les salariés, bien entendu, doivent cotiser, mais les patrons doivent cotiser. C'est là la question d'effort dont je parlais tout à l'heure. On doit faire un effort collectif pour avoir une majorité, voire l'exhaustivité des gens qui travaillent, qui soient déclarés, qui ait une couverture sociale qui leur permet, lorsqu'ils sont malades, d'être couverts parce qu'ils auront cotisé et qu'il y a une cotisation collective. Lorsqu'il y a une crise comme celle-là du Covid, que l'État prenne et les moyens de prendre le relais et de financer directement. Et aussi une question essentielle dont on parle assez peu au Maroc, d'avoir droit à une retraite quand ils ont, après avoir travaillé 30 ans, avoir droit à une retraite, ou la 30 ans ou la 40 ans. Parce que là aussi, on a des drames en perspective dans les décennies qui viennent. Le nombre de gens qui ne cotisent à rien et qui seront avec l'augmentation de l'espérance de vie, mais qui n'auront pas de retraite lorsqu'ils auront 70 ans, 75 ans. Vous imaginez? C'est quand même dramatique. Donc, c'est ça aussi ça le contrat social. Mais ça ne se fera pas gratuitement. Ça se fera par voilà, un effort collectif. Il faut que les employeurs acceptent de cotiser, les employés acceptent eux-mêmes, mais les employeurs doivent accepter aussi de cotiser. Ça va se faire, bien entendu, au détriment d'un certain nombre de privilèges, même petits privilèges, mais de petits privilèges. Donc ça, c'est... J'ai peur, moi, que dès que ça se termine, on revienne, on se dise, bah, bon, on a toujours fonctionné comme ça, continuons comme ça, l'informel, c'est l'informel. Euh, voilà, voilà. Et que oui, il y a quelqu'un qui dit l'informel, c'est pas que les petits salaires. Mais oui, mais moi, je vois d'abord sous l'angle des victimes. Les premières victimes de l'informel sont les petits salariés, sont cette masse de gens. Je dis, c'est dans la restauration au sens large. Hein, on est en train de parler d'1 million de personnes. C'est pas rien au Maroc. Hein, 1 million de personnes. La restauration, les cafés et l'hôtellerie. Hein, c'est les non déclarés. Alors, on parle de 1 million de personnes. C'est pas rien. C'est beaucoup de gens qui sont aujourd'hui qui se sont retrouvés à la rue et qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas de couverture sociale et qui n'ont pas de retraite, qui cotisent à rien pour l'avenir. C'est un vrai problème qu'il faut essayer qu'il faut résoudre de manière raisonnable avec cet effort collectif, avec la construction de ce contrat social. Mais c'est aussi, je suis d'accord à l'informel, c'est aussi de la compétition ou de la concurrence déloyale de tout un pan de l'économie contre un pan de l'économie qui, lui, est dans le formel, qui paye ses impôts, qui déclare ses gens et qui, lui, qui est ponctionné et qui se retrouve avec des privilégiés, des rentiers à droite qui vont venir lui faire une concurrence déloyale dans un business où lui, il avait envie de travailler comme tout le monde. Bien sûr, et le chef d'entreprise d'entreprise formelle est concurrencé de manière totalement déloyale par des gens qui ne respectent rien et qui mettent en péril notre avenir collectif. Bon, ben là, encore une fois, cet appel à s'engager pour se battre contre ça, hein, parce que quand vous parlez de ça dans les instances élues, Parlement et tout ça, je ne veux pas vous le cacher, mais notre Parlement marocain, euh, les différents lobbies, et notamment les lobbies dans le domaine aussi d'activité informelle, et sont très puissants au Parlement. Sont très puissants au Parlement. Hein, dès que vous abordez un certain nombre de questions qui touchent à ces privilèges de secteurs qui sont dominés par l'informel, et ben vous avez des gens transpartisans dans tous les partis politiques qui disent non, 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 il faut, pour se battre contre, on ne va pas leur interdire d'exister, il faut essayer de les convaincre, mais il faut surtout
que dans ces instances du Parlement, il y a des gens qui défendent une autre façon de voir le Maroc. Un Maroc qui est majoritairement dans le formel, où les gens paient leurs impôts, les gens déclarent leurs salariés, cotisent pour la retraite. Voilà, c'est un contre-modèle. Aujourd'hui, dans ces instances, c'est un contre-modèle. C'est la minorité qui est dans le formel. Il faut être très, très clair. Alors, pour le changer, il faut que les 18 millions de Marocains qui ne votent pas se mettent un minimum à voter pour pouvoir changer ça. Et il y avait une question sur l'industrie, politique industrielle. Oui, malheureusement, alors j'allais dire malheureusement. Il y a des bonnes nouvelles, comme ça, il y a des belles choses quand même. Je vais les répéter très rapidement, mais ce qu'on a vu dans le textile avec les masques, ça montre à tous ceux qui avaient des doutes, qui avaient un complexe d'infériorité par rapport au Maroc, à notre capacité à répondre, à s'attaquer à des niches, qu'il y a des opportunités dans notre pays. Il y a des opportunités. Encore une fois, ce qui manque, c'est la volonté politique. Et il n'y a pas que le textile. L'industrie pharmaceutique, peu de gens en parlent suffisamment, mais on a de belles entreprises dans l'industrie pharmaceutique, des entreprises 100% marocaines qui sont belles. Il y a aussi des lobbies qui font n'importe quoi et qui sont adossés à des grandes multinationales, mais on a des PME pharmaceutiques 100% marocaines qui travaillent sur du générique et qu'il faut encourager, qu'il faut protéger. Si on veut développer notre industrie pharmaceutique, il faut les protéger contre une concurrence déloyale, notamment des grosses multinationales pharmaceutiques. Et c'est faisable. La crise du corona, beaucoup de pays le font, donc c'est une opportunité pour nous de le faire au Maroc et d'encourager cette industrie pharmaceutique ensuite à devenir exportatrice et monter en valeur en termes de recherche et développement dans ce domaine. Ça, c'est pour prendre que ce secteur-là. Et tout le secteur autour de la santé regorge, moi, je crois, d'opportunités économiques. Et j'aime bien voir ça, j'allais dire, moi, la santé et l'éducation. Les deux. Je pense que d'un point de vue même économique, il ne faut pas les voir comme des charges uniquement. C'est un besoin, il faut investir massivement dans l'éducation et la santé pour des questions sociales et sociétales, mais aussi, on a des besoins de développement économique dans le domaine de l'éducation et de la santé. Je vais vous donner des exemples dans la santé. Il y a besoin, alors on a dit l'industrie pharmaceutique qui peut se développer, il y a des besoins locaux au Maroc pour arrêter d'exporter une grande partie d'importer, je veux dire, une grande partie de nos médicaments, mais aussi toute la petite machinerie. Mais même dans la literie, même dans un hôpital, un centre de santé, on a besoin d'en construire beaucoup au Maroc pour finir la couverture. Il faudrait qu'on arrête d'importer la majorité des choses qui se trouvent dans ces centres de santé, dans ces hôpitaux. C'est la même chose pour les écoles. Quand vous rentrez dans une école ou dans une université, dans un laboratoire ou même, vous allez trouver encore beaucoup de choses qui sont importées. Alors que le domaine de l'éducation regorge d'opportunités, de choses qui devraient être fabriquées au Maroc de manière industrielle. Alors, il y a une partie encore plus évidente sur laquelle le Maroc a des opportunités à faire dans l'éducation et la santé, c'est toute la partie numérique. La numérisation, c'est l'avenir. Il y a une dimension digitale dans l'avenir de l'éducation, que ce soit primaire, secondaire, universitaire, et dans le domaine de la santé. Aussi, on le voit au niveau mondial que une partie de la santé dans l'avenir se fera à distance. Pas toute la santé. On aura toujours besoin d'avoir des infirmiers, des médecins qu'on va voir, mais on n'aura pas nécessairement besoin d'avoir dans notre ville le meilleur cardiologue, par exemple. On peut très très bien avoir un bon cardiologue, mais qui, lorsqu'il a un patient qui a une pathologie particulière, fasse appel de manière fluide à un cardiologue spécialiste dans telle ou telle problématique cardiaque qui serait lui à Casa ou à Agadir, et le patient serait à Tanger, et le cardiologue que verrait le patient parlerait en vidéoconférence ou avec des nouveaux outils à développer, où il y aurait des échanges faciles, des radios, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut développer et il y a énormément d'opportunités. Pourquoi attendre que ça se doit développer en Occident pour aller importer ces logiciels et ces façons de fonctionner? On peut le faire, on a le besoin de le faire et on peut le faire. On a des ressources humaines pour faire ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est des opportunités pour le moment. Mais ça demande une volonté politique. On a commencé à sentir un petit frémissement. J'ai eu l'occasion de le dire moi au Parlement au ministre de l'Industrie. Je lui dis, je suis heureux que enfin notre ministre, que le ministre de l'Industrie soit fier qu'il y ait un outil de respirateur artificiel fabriqué au Maroc. Je suis très bien, mais j'aurais voulu que vous le fassiez, monsieur le ministre, depuis que vous êtes ministre, c'est pas aujourd'hui. C'est bien, mais c'est ça un ministre de l'Industrie. C'est un ministre qui doit porter les industriels marocains, pas que dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Il est par exemple dans le domaine industriel, et ce n'est pas du protectionnisme de le dire, moi je l'ai dit plein de fois, et beaucoup de gens à la FGD le disent, il n'est pas normal
dans le domaine de l'agro-industrie, de continuer à avoir des tomates en boîte fabriquées en Égypte dans des supérettes marocaines. C'est pas normal. C'est pas normal. On a suffisamment de production de tomates, on a des industriels qui fabriquent de la tomate. Il faut quelque part peut-être les protéger pour que la tomate en boîte, elle soit marocaine au Maroc. Dans un domaine même, il y a du dumping qui est fait économique à cause des accords de libre-échange. Je vais prendre un truc qui paraît pour certains anecdotique et pour moi et qui ne l'est pas. Dans le domaine même de la confiserie, hein. Le chocolat. Dans le chocolat, vous allez trouver des marques du chocolat à un prix imbattable au Maroc, des marques européennes, des marques suisses que vous allez trouver, qui sont fabriquées en Égypte et qui vont. Pourquoi je dis c'est à des prix imbattables? Parce que ces prix-là, vous ne les trouvez pas ni en Égypte, ni en Arabie Saoudite, qui est le marché d'exportation de la cuisine égyptienne, ni en Europe, ces prix-là. Mais vous allez les trouver, les tablettes à 10 dirhams au Maroc. D'un chocolat de bonne qualité, c'est vrai. Mais pour moi, c'est du dumping. Comment se fait-il que sur son marché cible, cette compagnie-là ne vend pas à ce prix-là et que sur un marché marocain, elle vend à ce prix-là? Pour moi, le résultat qui se passe, c'est que les marques marocaines de chocolat ne peuvent pas se développer. Elles n'arrivent pas à se battre sur la compétition, être compétitives sur ce niveau de prix, et elles se retrouvent bloquées sur du bas de gamme ou du très moyen de gamme. La solution n'est pas juste de protéger les marques marocaines et de créer juste des rentiers à basse qualité. Non, c'est de passer industriellement un deal sur un certain nombre de secteurs. Et si on prend ce secteur de la confiserie, avec un certain nombre d'acteurs qui existent aujourd'hui, et des nouveaux acteurs, pourquoi pas, qui se mettraient là, et de leur dire, écoutez, vous avez le devoir de monter en gamme, on va vous protéger quelques années. Voilà ce qu'on va faire, on va mettre des barrières non tarifaires, des barrières, peut-être il y a des accords de libre-échange qui doivent être renégociés avec un certain nombre de pays, Turquie qui est une évidence, mais même un certain nombre de pays arabes aussi, pour moi ça devient une évidence, qui concurrencent des produits marocains de manière déloyale. Mais alors vous, acteurs marocains, on va vous aider sur votre marché à condition que vous investissiez, bien entendu que vous déclariez tous vos salariés, que vous créiez de la valeur, que vous fassiez des efforts. Et vous allez être protégé pendant X années. Ce n'est pas à vie. Vous allez être protégé pendant 5 ans ou 6 ans. À vous de faire des efforts et demain, vous devez être capable d'exporter. Et comme ça, ben voilà, si on le fait dans plusieurs secteurs, on pourra réussir à créer de l'emploi industriel au Maroc, à faire en sorte que les détenteurs de capitaux aussi au Maroc retrouvent confiance dans l'industrie marocaine et investissent au Maroc. Hein, parce que là, c'est une autre question qu'on pourrait mettre dans le contrat social. Hein, c'est que la majorité des détenteurs de capitaux au Maroc n'investissent pas dans l'industrie. Hein. Et d'ailleurs, l'indicateur principal qu'on a depuis au moins ces 20 dernières années au Maroc, c'est souvent les IDE, les investissements directs étrangers, même en industrie. Et rarement, on parle quasiment jamais des investissements directs nationaux dans l'industrie au Maroc. C'est très rare qu'on en parle, on n'en parle pas. Alors que il faudrait que les détenteurs de capitaux marocains, les capitalistes marocains, eux, investissent dans l'industrie au Maroc. Qu'on ne soit pas toujours en train d'attendre que telle multinationale décide de venir fabriquer au Maroc et créer de l'emploi au Maroc. Il faut qu'il y ait des PME marocaines qui se créent, que encore une fois, les détenteurs de capitaux marocains arrêtent un peu d'investir la majorité de leurs capitaux dans des choses de type immobilier et des choses que j'appellerais faciles. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'immobilier, mais il faut qu'ils reviennent vers quelque chose qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur et qui crée du potentiel de développement pour l'avenir. Alors pour ça, il y a deux mesures qui sont préconisées, hein, d'encouragement, ce que je disais tout à l'heure. Hein, il faut qu'il y ait une volonté politique et d'accompagner ça, avec notamment sur les accords de libre-échange, il y a des choses à renégocier, il y a des barrières non tarifaires pour protéger un certain nombre de marchés au Maroc. J'ai cité l'industrie pharmaceutique, je pense qu'elle en fait partie. L'industrie agroalimentaire, je suis convaincu qu'elle en fait partie. Une grosse partie de l'industrie textile aussi en fait partie, mais pas que. Il faut identifier d'autres niches. Et aussi, il faut arrêter un certain nombre d'incitations qui existent sur des choses qui ont trop été défiscalisées, notamment, je vais dire, l'immobilier, aussi l'agriculture. Ça va vous paraître peut-être bizarre pour certains, mais moi, je suis convaincu, et depuis longtemps, que la défiscalisation ou la très faible fiscalisation de l'agriculture est contre-productive dans un pays comme le Maroc, parce qu'elle ne sert pas du tout les intérêts du petit agriculteur, qui, lui, de toute façon,
même dans une fiscalité totalement normale, ne paierait pas d'impôts parce qu'il serait en dessous du revenu imposable. Donc, on ne parle pas du petit agriculteur. Même si vous lui mettez le même barème que n'importe quelle entreprise, il ne paierait pas d'impôts, lui, parce qu'il est en dessous du SMIC. D'accord? Mais le grand agriculteur qui ne fait pas d'effort d'investissement, lui, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas taxé. D'une part, à lui de faire des efforts de chercher de la productivité. Il y en a qui le font, qui sont de bonne qualité. Et il faut citer, chose qui marche bien au Maroc, on a une super expérience, la coopérative Copag, qui fait la marque Jaouda, qui est une super histoire humaine, une super histoire entrepreneuriale, une super histoire d'entreprise sociale. J'aime beaucoup ce modèle qui devrait être poussé, développé à travers le Maroc sur d'autres secteurs, et notamment dans l'agriculture. Mais il y a aussi des agriculteurs, des grands agriculteurs marocains compétents qui investissent, il y en a. Mais on a malheureusement un certain nombre de gens qui n'ont rien à faire dans l'agriculture, qui sont dans l'agriculture, qui l'ont vu comme une aubaine, qui n'avaient aucune formation, rien, et qui ont eu une terre. Soit on leur a donné une terre, soit ils l'ont acheté pour quelques dirhams. Et parce que c'est facile, parce que c'est défiscalisé, se sont mis à faire de l'agriculture avec des rendements très faibles, sans investissement, et en ne respectant rien, ne respectant pas les employés qu'ils ont dedans. Allez, faites un tour, c'est pas très loin de Rabat, dans le Rarb, et vous allez voir, on a l'impression d'être au 19e siècle quand on se balade par là-bas. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Excellent. Merci, Souhamal. De toute façon, j'ai d'autres questions, mais avant peut-être d'enchaîner à travers avec les questions que je vous ai données tout à l'heure, j'ai quelques demandes. Là, il y a des personnes qui souhaitent intervenir directement. Je vais leur ouvrir le micro. J'ai Badreddin Achor. Badreddin, vous avez, voilà, vous avez le micro. Badreddin Achor, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Non, on ne vous entend pas, Badreddin. Allô, Badreddin, on ne vous entend pas. Écoutez, je vais peut-être donner la parole à Anas Lhlou en attendant que Badreddin active son micro. Anas? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Balafré. J'espère que tout le monde m'entend. Bonsoir, je vous entends bien. Voilà, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos interventions et plus particulièrement pour celle de ce soir parce que j'ai l'honneur de vous parler pour la première fois. Comme je suis aussi une personne qui aime beaucoup son pays et également qui partage vos idées dans la grande majorité de celles qui sont évoquées. Alors voilà, ce que je voudrais dire, c'est par rapport au rapport qu'il y a entre les riches au Maroc et qui essaient dans certains cas, comme je l'ai précisé dans les commentaires, je ne sais pas si vous avez lu les commentaires, qui essaient dans certains cas non pas à penser à l'intérêt général, mais plutôt, comme vous l'avez si bien dit à plusieurs reprises, penser à leur intérêt particulier. Et c'est là où on fait aussi le rapport avec le contrat social. Et comme je l'ai dit, c'était peut-être le rôle justement du gouvernement de mettre davantage la pression sur cette force qu'il y a au Maroc, puisqu'elle sait que si vous voulez, ceux qui sont salariés dépendent de cette force-là. Puisqu'ils survivent, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir un salaire élevé et en contrepartie, eux, ils bénéficient d'avantages fiscaux et malheureusement, l'intérêt général et l'intérêt du peuple n'est pas réellement pris en considération de façon totale. Vous avez évoqué le cas de la santé, c'est également aussi le cas dans l'éducation. Vous avez parlé de l'exemple de la Tunisie en disant que l'investissement qui est fait en termes d'éducation est plus important qu'au Maroc. C'est une réalité. Aujourd'hui, la solution, à mon avis, et je voudrais avoir votre avis sur ça, je ne vais pas trop m'étaler, mais je voudrais justement avoir votre avis sur ça. La solution, elle n'émane pas forcément d'un effort venant des plus riches, mais plutôt du fait de mettre la pression sur ces riches-là, qu'il faut leur dire stop. Aujourd'hui, il est temps de penser à l'intérêt général et il est temps également que vous fassiez un effort parce que la grande majorité de ces riches, ils ont plusieurs biens immeubles, ils ont des fortunes qui sont vraiment exorbitantes et voilà, ils ne pensent pas réellement à l'intérêt général puisque même culturellement parlant, je ne sais pas si je me trompe, ça reste mon point de vue, mais culturellement parlant, on a l'impression que quand on parle
aux chefs d'entreprise marocains qui ont un chiffre d'affaires qui est extrêmement élevé, ils vous diront jamais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que je fasse plus d'efforts, il faut que je sois davantage imposé, il faut que je pense aux salariés qui se réveillent à 6 heures du matin, qui travaillent dans mon usine jusqu'à 20h, 20h30, parfois voire même plus, pour qu'ils puissent nourrir ses enfants. Malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il y a justement des chefs d'entreprise qui peuvent avoir ce discours. Et à mon avis, ça reste mon avis, c'est plutôt au gouvernement. C'est le rôle du gouvernement justement de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'obligation qui émane justement des chefs d'entreprise pour penser à l'intérêt général. Parce que la privatisation des cliniques, la privatisation des écoles fait qu'aujourd'hui, malheureusement, soit on reçoit un enseignement de qualité dans ces établissements-là, soit malheureusement, on est dans l'école publique quand on n'a pas les moyens et ça va vers l'échec. C'est la réalité. Ça reste mon avis. Et voilà, je voudrais davantage vous écouter à propos de ça et surtout par rapport au contrat social même, en lui-même. Voilà. Okay. Et merci Anas. C'est Omar, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne d'autres témoignages, d'autres commentaires avant de répondre ou là vous répondez à comme vous voulez, si vous en avez plusieurs, parce que vous m'avez dit jusqu'à 21h30, on a encore 15 minutes, c'est ça? C'est ça, oui, plus ou moins. Oui. On peut déborder si vous le souhaitez. Bonjour. Moi, j'ai un engagement, mais avec plaisir. Ah, excellent. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on respecte j'ai noté la question. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, c'est Badr. Oui, Badr. Oui, bonjour, monsieur Omar. Merci pour votre présentation. Je tiens à vous exprimer mon respect pour votre travail et mon admiration, mais j'ai quelques questions précises. Oui. La première, tous les pays du monde maintenant, ils ont une dette et des dettes qui deviennent colossales. Et je voulais vous demander comment le Maroc peut assurer un développement à ses citoyens tout en réglant le problème de la dette qui ne cesse de s'accumuler. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est par rapport au problème d'eau pour l'agriculture au Maroc. On sait très bien que notre pays souffre vraiment de ce problème-là et les agriculteurs sont obligés des fois à dépenser jusqu'à 200 mètres au niveau du sol. Donc, il y a une technique qui s'appelle le dessalement l'eau de mer, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays en Middle East, comme Israël, qui est devenu un pays qui est passé, qui est passé du stade d'être dépendant d'autres pays pour avoir accès à l'eau, d'un pays qui exporte l'eau. Donc, comment on peut aider les startups marocaines à faire des investissements par rapport au dessalement l'eau de mer? Ma troisième question, je sais que vous n'aurez peut-être pas le temps pour répondre à tout ça aujourd'hui, mais si vous pouvez y répondre dans d'autres présentations, ça serait très apprécié. Ma troisième question, c'est concernant le rapport, par exemple, le rapport aux mœurs au Maroc. Est-ce que, je sais que vous êtes contre l'intégrisme et tout ça, mais est-ce que le modèle au Maroc pour libérer les mœurs des Marocains pour qu'ils se sentent bien chez eux, est-ce qu'on est obligé de calquer le modèle occidental ou peut-on créer simplement un développement des mœurs en se basant et en respectant la culture marocaine? Merci, monsieur Amar, pour votre réponse. Merci à vous. Merci beaucoup. Je donne le micro à Marwan Ajraoui. Marwan. Bonjour, monsieur Balafrage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci tout d'abord pour votre dévouement et pour votre bienveillance envers les plus démunis. C'est toujours très, très apprécié. Je vous rejoins sur cette cause, indéniablement. Je me permets juste de challenger la proposition du programme. Donc, j'ai des doutes parce que j'ai vu plusieurs modèles qui fonctionnent et qui fonctionnaient bien, qui fonctionnaient moins. Donc, première question, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une proportionnalité entre les taux d'impôt à payer et la fraude fiscale? Donc, est-ce que des taux élevés induiront plus de fraude fiscale? La deuxième question, ça serait, je pense que le problème des Marocains qui pratiquent sûrement des pratiques de fraude fiscale, je pense qu'il y a un problème avec le système gestionnaire. Donc, comment comptez-vous faire évoluer la confiance des citoyens dans le système gestionnaire afin justement de minimiser aussi cette fraude fiscale? Donc, c'est la deuxième question. Et la troisième et dernière question, est-ce que ça serait une opportunité via des taux d'impôt
bon, pas trop élevé, d'inviter des investisseurs internationaux à co-développer l'économie de notre pays. Notamment, je cite l'exemple de l'Estonie, par exemple, qui est devenu un pôle entrepreneurial baltique grâce à des taux d'impôt minimal pour des entrepreneurs et grâce à la résidence électronique. Ils ont inventé la résidence électronique. Il y a beaucoup de gens qui vont acquérir cette résidence électronique, notamment en France, notamment en Espagne, notamment en Angleterre, bon, pour pouvoir bénéficier de ces taux minimales, pour pouvoir investir. Et au fait, ça a créé une vraie dynamique économique chez l'Estonie, par exemple. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ajraoui. Il y avait Sarah. Sarah, je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Sarah, vous avez le micro activé? Ah oui, elle est là. Non, Sarah n'est pas là. Je donne la parole à Amin Benbouzid. Amin? Oui, bonjour, vous m'écoutez? Oui, parfaitement. Ah, merci. Merci vraiment pour la présentation, c'était vraiment super sympa. Je viens d'arriver au Maroc il y a 1 an et demi et moi, ce qui m'inquiète un peu de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un petit réflexe un peu évolutionniste, c'est-à-dire quand il y a un risque, on s'enferme. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait là. On a fermé et les entrées et les sorties. Et on a augmenté un peu les tarifs douaniers parce qu'on a un petit réflexe en disant que si les gens arrêtent d'importer, je garderai mes devises. Mais tous les pays qui ont fait ça, ils ont tous coulé. L'Inde a fait ça au début du siècle dernier, elle avait coulé. Il lui restait de mémoire dans les années 70 15 millions d'euros de devises. C'était ça sa balance commerciale, c'est tout ce qui restait de réserve de change. Ceux qui font encore ça, c'est Cuba, Corée du Nord, le Bhoutan et un peu l'Iran pour d'autres raisons. Moi, c'est un peu inquiétant de voir qu'on s'enferme en pensant qu'on va augmenter, par exemple, des tarifs sur tous les produits chinois. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on vit une déflation. Les prix baissent et en général, on va acheter du chinois parce que c'est le moins cher. On ne va pas acheter de l'allemand. Et même le chinois, là, il vient de passer à 40%. Moi, je suis importateur aussi et le 40%, en fait, quand vous entendez ça, ça veut dire 68%. Hein. Ce n'est pas 40%. Il y a de la TVA et de la TVA aussi sur la taxe. Donc, il y a 20% sur les 40% et 20% sur l'achat de la marchandise, plus la TVA, plus le transport. Donc, au final, l'importateur, ça passe à 68, plus les frais, ça devient 87%. Donc, au fait, quand on apporte, on donne de l'argent, on donne la marge à l'État, au fait. Et donc, les gens vont arrêter d'importer ou bien il y aura que les très, très riches qui pourront se payer des choses comme ça. Mais là, je ne parle pas des trucs vraiment très chers. Hein. Je parle juste de lampes. On ne fabrique pas de lampes ici au Maroc. Donc, tout ça va augmenter, sachant que le pouvoir d'achat est en train de baisser. Donc, Pourquoi on ne fabrique pas de lampes au Maroc? Au fait, j'ai l'impression, il y a un problème au Maroc que j'ai remarqué, c'est un peu, vous avez un peu parlé de ça aussi, c'est que Moulchkara, le capitaliste, il ne va pas forcément ouvrir une usine parce que ça pose des problèmes. Hein. En général, on ne veut pas déclarer les gens à la CNSS. On a une population active estimée à 24 millions d'habitants et on a 2,5 qui sont à la CNSS et on a 1,5 million de travailleurs qui ne sont pas payés. C'est-à-dire le fils, le frère de celui qui a la ferme et qui travaille à la ferme mais qui n'est pas payé. Je ne parle même pas des femmes, là c'est un autre abysse, là. On ne va pas rentrer là-dedans, on ne va pas se noyer. Et on a ce souci-là, on a 24 millions de personnes qui sont en âge de travailler, c'est-à-dire à partir de plus de 15 ans, moins de 60 ans. Et on a 2,5 millions qui cotisent à la retraite et à la CNSS. Donc ça, c'est un grave souci. Et on n'a personne qui veut travailler parce que j'ai discuté avec des gens qui ont des grosses sociétés ici à Marrakech, je suis à Marrakech, et ils ont tous peur de la CNSS et ils veulent pas forcément payer. On a vraiment un souci là. Et ceux qui ont de l'argent, ils préfèrent mettre ça dans l'immobilier. Et ça, c'est pas forcément génial parce que quand vous construisez un immeuble, vous embauchez des gens pour 6 mois maximum. Exactement. Et après, vous avez vos sous et après, c'est fini. Alors, quand vous avez une société, vous devez payer des salaires pour gagner des sous tout le temps, toute votre vie. Bien sûr. Et là, le truc, c'est parce que les riches ne sont pas méchants parce qu'ils sont riches et les pauvres ne sont pas gentils parce qu'ils sont pauvres. Hein. Tout à fait. Là. Il y a des gentils riches, il y a des méchants pauvres. Hein. Ça, je vous rassure, il y a de tout. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour dire aux gens, OK, créer des trucs parce que personne ne veut faire. On va ouvrir un café parce qu'on sait qu'avec un X nombre de sacs de café, on sait combien il y a de café qui sort.
Et le garçon de café dont vous avez parlé, il est payé 210 dirhams par semaine. Hein. Et il est payé qu'avec les tips, comme à l'États-Unis. Donc, moi, le souci central, c'est le professionnalisme et la non-créativité entrepreneuriale. Voilà. Je n'ai pas envie de vous retenir, vous êtes vraiment génial. Et si des gens comme vous, il y en avait beaucoup plus qui parlaient au Parlement, ça serait génial. Ça change un peu des années 90 où on avait des analphabètes, quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre 2 petites questions, 2 autres demandes d'intervention? Ah? Avec plaisir. Non, allez-y, avec plaisir. Ah, excellent, super. Donc, il y a Sarah. Sarah, je ne sais pas si vous êtes disponible. Sarah, vous nous entendez? Oui, bonjour. Ah oui, bonsoir. Excellent. Alors, Monsieur Balafrej, merci infiniment pour cette présentation. Moi, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas intéressée par la politique, mais je suis, je suis la politique et je critique énormément. J'ai un esprit trop critique, comme tous les Marocains, mais c'est vrai qu'on n'apporte pas grand-chose avec la critique. Moi, ce que j'aimerais, en fait, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est surtout par rapport à l'emploi des jeunes. Parce qu'actuellement, avec la crise qu'il y a, c'est sûr que la création de l'emploi, il va être très limitée. Et en fait, avant le Covid, il y avait ce grand projet de création d'entreprises qui incitait les banques à aider les jeunes porteurs de projets. Malheureusement, les banques ne suivent toujours pas. Et puis, il y a aussi un problème, c'est que d'après ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de fuites de dépenses au niveau de l'administration marocaine, aussi à d'autres niveaux. Pourquoi il n'y a pas de gestion par résultat, une gestion financière par résultat et par objectif pour qu'on puisse en fait comment dire, limiter et cibler en fait les dépenses pour qu'ils soient plus pour qu'on arrive à avoir des résultats et qu'on arrive à laisser par exemple un budget surtout pour la création de l'emploi et la création de richesse. Voilà, je trouve que le Maroc ne fait pas du tout d'efforts sur ce plan-là. Et c'est la seule, d'après mon, parce que je suis une professionnelle de l'emploi, et la seule solution actuellement pour l'emploi, c'est la création d'entreprises et non pas l'emploi salarié. Voilà, et merci encore. Merci. Excellent, on va prendre une dernière question. On va prendre une dernière question avant de donner la main à Sia Omar. Alors, j'ouvre le micro pour Monsieur Salahdine. Salahdine, à vous la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Omar. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'était très riche comme échange. Et merci. Dieu merci parce que je pense que s'il n'y avait pas cette crise de Covid, et on a pu vous avoir à travers ce webinaire. Donc, on remercie beaucoup le club des dirigeants pour cette opportunité. Moi, je vais partager avec vous mon point de vue. Bon, je suis ingénieur, j'ai plus de 23 ans d'expérience dans un groupe au Maroc. Je ne vais pas citer le... Donc, mais moi, je pense que, je l'ai d'ailleurs mis dans le chat, je pense que l'État, il faut qu'il revienne, il faut qu'il prenne les choses en main. Je donne juste l'exemple qu'on vient de vivre dernièrement. C'est que avec cet enseignement à distance, donc il y avait une question, beaucoup de gens ils ont posé la question, est-ce qu'on va payer ou non? Et moi, je ne vous cache pas, c'était très choquant pour moi pour voir que nous, en tant que citoyens, on est amené à entrer en discussion directe avec c'est-à-dire les écoles et tout ça, et on voit que l'État il est un peu à l'écart pour prendre des décisions dans ce genre de choses. Donc, on a l'impression que
aujourd'hui, tout est privatisé, que ce soit l'éducation, la santé, et on ne sent plus cette main mise de l'État sur des choses. Donc, ça nous emmène à discuter sur plein de choses, sur éventuellement ce que vient à travers les différentes interventions des collègues, par exemple, pour ce qui est investissement. Quand aujourd'hui, par exemple, je vois les investissements qui se font dans des cafés. Des cafés, il y a des cafés qui coûtent des 10 millions de dirhams. Mais franchement, les cafés, ce n'est pas des investissements générateurs de valeur ajoutée. Aujourd'hui, si on veut, c'est-à-dire aller dans une voie de développement, il faut qu'on crée des projets Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que quand on voit même de grands organismes, quand ils investissent, c'est-à-dire au Maroc, ils ont dans tout ce qui est, je dirais, développement durable et tout ça, on ne pense pas à ces investissements. Il faut qu'on pense à des investissements à travers lesquels on peut créer de la valeur ajoutée à travers de l'industrialisation. Et d'ailleurs, ça a été clairement perçu à travers ce que vous citez pour ce qui est des masques et tout ça, mais toujours est-il, on n'a pas des processus d'industrialisation de ces produits, même si on arrive. Donc, il y a aussi un point très important, c'est le recherche et le développement. Aujourd'hui, où on est, les recherches et développement au niveau des universités et tout ça. Donc si vous voulez, il y a plein de choses. On aimerait bien avoir d'autres occasions pour discuter avec vous et tout ça. Mais je pense que c'est pour résumer, je pense que aujourd'hui, à travers cette crise, la conclusion, moi, que personnellement, j'ai tiré de cette crise, c'est que l'État, il faut qu'il revienne, il faut qu'il joue pleinement son rôle, d'accord? Et il faut saisir cette crise pour qu'on la rende une opportunité pour le développement. Et je vous remercie beaucoup. Vous m'excusez si j'étais un peu... Non, mais merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci Salah Eldin. Je redonne le micro à Serman pour répondre par rapport à toutes ces questions-là. Merci. Je vais essayer de répondre à tout. Si je ne réponds pas à tout, je serai désolé, mais je serai avec plaisir disponible pour une autre conférence avec vous et en présentiel. C'est une grande partie de mes activités, pour rien vous cacher. Depuis que je suis parlementaire, c'est beaucoup de conférences à travers le Maroc pour expliquer d'abord ce qui se passe au Parlement, les lois, et pour écouter des points de vue. Ça me manque beaucoup parce que j'ai visité quasiment toutes les régions, presque toutes les régions, les 9 régions du Maroc ces 4 dernières années. C'est aussi des occasions d'aller sur du terrain, soit d'aller voir des entreprises, soit d'aller voir des écoles, des centres de santé, de visiter, de voir des agriculteurs, de parler avec eux et voir des problèmes concrets et essayer d'y réfléchir et aussi porter notre discours de la FGD. Et encore une fois, moi, c'est une conviction profonde que je défends. La politique, c'est pas fait c'est pas quelque chose qui doit être entre les mains d'une caste qui s'appelle les politiciens ou un truc comme ça. C'est tous les citoyens qui doivent s'intéresser à la chose publique, à la politique. Et par expérience, les bonnes décisions, c'est souvent, c'est basé sur des valeurs qu'on a, mais c'est du bon sens. Très souvent, c'est du bon sens. Et ce qui manque très souvent, alors c'est souvent, allez, on va dire des fois pour être gentil, des valeurs de bien commun, mais très souvent, ce qui manque aussi, c'est du bon sens. On a beaucoup d'élus, de dirigeants qui n'ont pas de bon sens, qui ne réfléchissent pas avec un bon sens tout simple. Voilà. Alors, la question, au tout début, monsieur m'a posé la question sur les très riches, qu'il a l'impression qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, que c'est à l'État de le faire. Je suis d'accord, c'est l'État qui doit montrer l'exemple, qui doit fixer le là, qui doit se faire respecter. C'est ça le contrat social. C'est, à un moment donné, on accepte de perdre des droits, des libertés vis-à-vis de l'État ou du gouvernement qui nous... Mais lui, on lui donne notamment quelque chose qui s'appelle en philosophie politique le monopole de la violence coercitive. C'est lui qui peut lever l'impôt, c'est lui qui peut venir vous forcer à payer l'impôt une fois que l'impôt est défini démocratiquement et il doit être appliqué à tout le monde. Donc oui, l'État doit montrer l'exemple et les plus riches parmi nos concitoyens, les plus puissants parmi nos concitoyens, dans les gouvernants, doivent montrer l'exemple, doivent être les premiers à payer l'impôt
les premiers à déclarer leurs salariés quand ils avaient des autres activités. On a eu malheureusement très récemment des mauvais exemples de ministres hein, qui étaient dans leur activité d'avocat avant. On s'est rendu compte qu'eux-mêmes ne déclaraient pas leurs salariés. Et ça, c'est que des… Et vous allez en trouver plein. Donc, voilà le souci d'exemple. Et ça peut arriver, hein, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'en démocratie, ça serait arrivé, ces ministres-là, ils auraient démissionné une semaine après, alors que nous, chez nous, ils ne démissionnent pas. C'est comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. L'État doit réussir à mettre en place ce contrat social, pas par la violence, mais en essayant de convaincre les citoyens, et notamment ces impôts-là qui doivent être plus justes, équitables pour tous les Marocains, doivent être expliqués. Il doit y avoir une grande pédagogie qui doit être faite. Il doit y avoir un grand débat, comme ce qu'on a aujourd'hui, une conférence comme ça, mais sur les plateaux télé, sur c'est quoi le contrat social, à quoi servent les impôts, pourquoi il faudra payer plus d'impôts, pourquoi les plus riches devront payer, pourquoi on mettrait un impôt progressif sur l'héritage, comment cet argent serait utilisé pour l'éducation de manière concrète, pour que les Marocains sachent que ce n'est pas de l'argent qui va être volé, que c'est de l'argent qui va servir à ça, mais pour créer de l'adhésion collective. Bah, tout ça, ça demande des efforts, mais au bout du compte, une fois qu'on a fait l'effort, qu'on a expliqué aux gens, et qu'on l'a fait de manière démocratique, et qu'il y a eu un vote, des élections transparentes, et que ceux qui sont élus, ils ont un vrai pouvoir, qu'on puisse les évaluer, et ben voilà, après, il faut appliquer les choses. On ne va pas laisser les choses en l'air, il faudrait les mettre en application. Mais c'est comme ça qu'on réussit la plupart des pays qui se sont développés. Hein. C'est comme ça c'est à travers ce genre d'action. Donc, on en a besoin. Et sur plein de choses. Hein. Par exemple, c'est entre parenthèses, mais c'est un des problèmes qui se posent. Vous êtes tous des chefs d'entreprise, vous avez dû entendre parler. On a une crise du cash au Maroc. Il y a trop de cash en circulation par rapport à la quantité d'argent en banque. On est je crois aujourd'hui, autour de 250 milliards de dirhams en billets de banque qui ne sont pas bancarisés, qui sont juste en monnaie fiduciaire. Et ça va, l'augmentation, elle a été énorme ces dernières années. On a eu, je crois, l'année dernière, plus de 15 milliards de plus de billets de banque, donc qui sont dans des placards, qui sont pas dans le système financier marocain. Et c'est un problème. C'est un problème, et ça montre, ça dénote d'une perte de confiance, mais c'est un vrai problème. Et ben, comment on règle ça? Comment on fait que les gens refassent confiance dans le système bancaire, refassent confiance? Alors, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, des débats sur à quoi ça sert de payer ses impôts, parce que la plupart des gens ne mettent pas l'argent en banque parce qu'ils ont peur que ce soit tracé et qu'on voit qu'ils n'ont pas payé d'impôts. Le gouvernement, il fait des propositions là en ce moment, il dit mettez cet argent en banque, vous payerez dessus 5% si vous ne savez pas expliquer d'où il vient, et c'est bon, il va être blanchi. J'utilise exprès le mot blanchi. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est la proposition qu'on a faite au Parlement, les deux parlementaires de la FGD, et on l'a portée au Parlement. On a dit non, il faut un débat. Et on donne ensuite 6 mois aux gens pour rentrer cet argent en banque. Quand c'est des très grosses quantités, ils peuvent aller voir une cellule spécifique à la direction des impôts où il y a une discussion, mais pas avec un taux de 5% pour tout le monde. Il y a des gens peut-être qui n'auront même pas à payer 5%, qui justifieront qu'il y a eu peut-être des erreurs de fait, ou là, il n'y avait même pas d'erreur, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas payé d'impôt. D'autres 5%, d'autres qui ont eu cet argent de manière frauduleuse, il n'y a aucune raison qu'ils puissent blanchir cet argent de manière aussi simple, en payant 5%. Il y a une solution simple. Après tout ce débat, j'insiste encore sur le débat, qui a été appliqué dans d'autres pays dans le monde, c'est qu'on donne 6 mois et qu'au bout de 6 mois, on change la couleur des billets. Le 200 dirhams, au lieu de rester bleu, il devient vert. Le 100 dirhams, au lieu de rester la couleur qu'il est, il devient rouge. Et voilà, il n'y a plus le choix au bout de 6 mois. C'est une solution qui a été appliquée au Kenya il n'y a pas très longtemps, en Inde aussi. Et je vous assure que les gens, ils réfléchissent à 2 fois. Ils savent qu'avec l'argent, il ne sert plus à rien s'ils ne le rentrent pas dans le circuit bancaire. Mais encore une fois, j'insiste, ça fait partie, le débat qui précède ce genre de mesures drastiques et difficiles doit être un débat de type construction du contrat social. À quoi sert? Pourquoi il faut déclarer? Pourquoi il faut payer ses impôts? Où va l'argent et tout ça? Mais je fais confiance à notre intelligence collective. Hein, mais on ne l'a pas encore fait ce débat, il faudra le faire. Il y a eu une question sur la dette. Oui, la dette pour plein de pays. Moi, j'ai très peur de la dette internationale. Il y a un bouquin que je voulais vous montrer. Je viens de l'acheter. Non, je ne l'ai pas ici. C'est un bouquin sur l'histoire du Maroc, les impérialismes et la dette étrangère marocaine. Et notamment, on le sait, dans notre histoire, le Maroc a été colonisé à cause d'une dette, de dette vis-à-vis des puissances européennes. Mais pas que le Maroc, la plupart des pays au 19e siècle. C'est arrivé même pour la Chine,
pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la plupart des pays colonisés, ils ont été colonisés par un endettement extérieur. Ils sont endettés, trop endettés, et puis les détenteurs de leurs dettes, à un moment donné, leur ont dit, écoutez, on va vous prendre votre douane, puisque vous n'êtes pas capable de bien rembourser, on va vous prendre votre douane. Donc moi, j'ai peur d'un endettement trop important vis-à-vis de bailleurs de fonds étrangers, qui soient institutionnels ou privés, parce que si nous avons des difficultés dans l'avenir, ils viendront peut-être pas nous coloniser comme la colonisation de 1912, mais nous imposer des choses que nous ne voudrions pas de manière collective. Donc ça, il faut être attentif. Et c'est une des raisons pour laquelle nous n'avons pas voté à la FGD la loi sur le déplafonnement de la dette extérieure qui est passée à l'unanimité, moins une voix au Parlement. Ça n'existe pas l'unanimité, mais bon, on a voté contre. J'étais tout seul dans la séance si Chneoui n'était pas à cette séance-là, et j'aurais voté contre lui aussi. Donc, on a voté contre, et tous les autres partis ont voté pour ce lever du plafond. Ça, là, on est contre. Par contre, nous pensons qu'un endettement local marocain vis-à-vis des détenteurs de capitaux, c'est-à-dire que l'État qui s'endetterait vis-à-vis des grands financiers marocains de nationalité marocaine, ne pose pas tant de problèmes que ça. Nous avons encore de la marge avant que ça soit critique. Et en plus, ça reste de l'endettement 100% marocain. Regardez le Japon, là c'est un bon exemple. Le Japon, plusieurs fois dans son histoire, a été à des niveaux d'endettement de 200% du PIB, mais en dette locale, vis-à-vis des des capitalistes japonais et des citoyens japonais. C'est-à-dire que les citoyens japonais acceptent de prêter de l'argent à leur État, qui sera remboursé par eux plus tard ou des fois par leurs enfants. C'est vrai, alors c'est pas très juste que ce soit les enfants qui remboursent la dette des parents, mais ça reste de la dette nationale, c'est-à-dire pour un besoin du pays. Donc il n'y a pas de risque de néocolonisation parce que c'est des Marocains entre eux qui décideraient à un moment donné, ça aussi on peut le mettre dans un contrat social, de prêter à l'État de manière massive, soit pour un grand projet, par exemple la révolution éducative dont on a besoin, ou de manière plus concrète actuellement, pour sortir de la crise du Covid et faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes d'emplois possible et de créer des emplois dans l'urgence. Donc, endetter, que l'État s'endette pour une bonne raison comme celle-là, sortir de cette crise et créer de l'emploi ou faire en sorte que le minimum d'emplois se perd auprès de bailleurs de fonds marocains ne me pose pas de problème. Au contraire, moi, je pousse vers ça. Et beaucoup de pays dans le monde sont en train de le faire. Hein. Ça, il faut le savoir. Nous, malheureusement, au Maroc, on n'a pas été capable de revoir la façon dont fonctionne la Banque centrale marocaine, par exemple. C'est un des torts, hein, moi, je pense, que dans les solutions de cette crise. Pourtant, beaucoup d'économistes marocains, et pas des marxistes-léninistes, hein, des économistes de différents bords, ont proposé, écrit, fait des propositions concrètes pendant cette crise, pendant le confinement, en disant il faut sortir un peu comment on appelle ça déjà, des méthodes classiques des années 90, début des années 2000, en termes de politique monétaire. Il faut penser à des politiques innovantes. Regardez la Grande-Bretagne, qui est un des temples du libéralisme. La Banque d'Angleterre a décidé de prêter directement à l'État anglais de l'argent, c'est-à-dire d'imprimer des billets, de prêter de l'argent pendant toute l'année 2020, jusqu'à décembre 2020, jusqu'à fin décembre, pour des besoins de relance de l'économie britannique. Nous, au Maroc, notre banque centrale se l'interdit, avec un wali de Banque Maghreb qui se l'interdit totalement, qui l'a même annoncé en disant non, et un gouvernement qui ne veut même pas y penser, ce qui est, à mon sens, scandaleux. Parce que même, alors là, c'est une question un peu économique, même le risque. Donc, même, on aurait besoin de créer un peu d'inflation au Maroc. Une inflation raisonnable à 4-5% serait quelque chose de bénéfique pour le Maroc. Ça, tout le monde le reconnaît. Je ne parle pas d'une inflation à la Venezuela. On est à 1% d'inflation depuis des années au Maroc. Et quand vous voyez les 20 dernières années, notre niveau d'inflation très, très bas est mauvais pour un pays en voie de développement comme le nôtre. Ça, même les plus libéraux parmi les économistes marocains le reconnaîtront. Donc, il faudrait une inflation un peu plus élevée. Bon, malheureusement, on n'a pas ça. Il y avait une question sur l'eau, l'agriculture. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a trop peu d'investissement en innovation dans l'agriculture. Il y a trop, au contraire, il y a trop de rentiers dans le domaine de l'agriculture. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des aberrations, des choses qui sont contre le bon sens dans l'agriculture. Par exemple, faire de la pastèque dans la région de Zagora, c'est un scandale fini. Quand les gens souffrent des fois d'eau potable et on fait de la pastèque, oui, elle est très sucrée, elle est très bonne, la pastèque. Oui, on est capable de l'exporter, la pastèque de Zagora, mais
c'est pas normal. Une pastèque, vous savez qu'une pastèque, quand on achète en été, on aime tous la pastèque. Une pastèque, c'est 1000 litres d'eau pour une pastèque. Une pastèque de 12 ou de 13 kilos, 14 kilos, et bien là, c'est 1000 litres d'eau qu'il a fallu pour la faire pousser. Donc, on peut le faire. Dans le Gharb, on peut des régions où il y a un peu d'eau, où il y a de l'eau pour n'importe quoi. Et aujourd'hui même, dans la région de Guelmim, ils veulent faire de la pastèque. Donc, il y a des choses qui sortent du bon sens. Donc, il faut remettre du bon sens là-dedans. Une politique de l'eau qui tient compte des contraintes majeures du Maroc. On est en stress hydrique, on est un pays qui vit des stress hydriques. Et d'abord, arrêter un certain nombre de choses qui consomment trop d'eau et qui nous servent qu'à l'exporter, majoritairement à exporter. On ne devrait pas exporter notre eau, on n'en a pas assez pour nous, premièrement. Et deuxièmement, penser à de l'innovation et du dessalement beaucoup plus et faire de la recherche et développement là-dedans. Prendre ce qui existe au niveau international, mais aussi développer. Ça demande de la volonté politique aussi. Il y avait des questions sur le rapport aux mœurs. Ouais, ça demanderait toute une. Réinvitez-moi sur ça. J'ai fait beaucoup de conférences là-dessus. Moi, je ne suis pas pour copier les Occidentaux ou quoi que ce soit. Je suis pour la dignité humaine et de tous les êtres humains, et notamment de tous les Marocains. Mais c'est une autre conférence. Et il y a des Marocains de différentes orientations religieuses. Vous savez qu'au Maroc, c'est leur droit. Il y a des gens qui sont chiites au Maroc. Il y a des gens qui sont d'autres religions au Maroc. Ils ont le droit d'exister. Et dans leur duel, ils ont le droit, ils ne veulent pas l'imposer aux autres. Ce n'est pas une question d'imposer les gens en prison parce qu'ils sont différents. Moi, ma réponse, c'est non. Non, ils ont le droit d'être différents. Et d'un point de vue collectif, en tant que Marocain, on doit arrêter d'avoir peur pour notre culture. Si on a peur pour notre culture, c'est qu'on ne se sent pas à l'aise dans cette culture. Moi, je n'ai pas peur. Pourtant, je suis pour les libertés, mais je n'ai pas peur pour ma culture. Je me sens profondément marocain, attaché à ma culture marocaine. Et rien ne va me détacher de ça. Ce n'est pas quelque chose qui va me… au contraire, ça me renforce de voir qu'il y a des gens différents et les cultures peuvent s'enrichir les unes les autres. Mais ça, il faudrait une autre conférence. Et oui, c'est vrai que ça peut faire partie, à un moment donné, du contrat qu'on a entre nous, tous Marocains, et qu'on entrait ça aussi dans le contrat social. Pardon. Oui, si on monte les taux trop élevés, oui, il y avait la question de la fraude fiscale augmente. Je suis d'accord avec vous, mais nous, ce qu'on propose, c'est pas augmenter les taux. Hein. Moi, je suis au contraire. Moi, je pense qu'il faut, sur le travail, il y a matière à baisser un peu la fiscalité sur le travail. Les salariés sont trop taxés au Maroc, et en tout cas trop vite. C'est pas assez progressif. Il y a toute une partie des salariés de la classe moyenne qui sont trop taxés beaucoup trop vite. Hein, donc, il faut leur donner du pouvoir d'achat. Par contre, il n'est pas normal qu'un salarié soit très vite taxé à 38%, alors que quand vous avez des revenus d'action, vous vivez que de revenus d'action qu'on vous a laissé, vous soyez taxé à 15 ou 20%. Non, ce n'est pas normal. Il faudrait taxer de la même manière les deux, ou des revenus immobiliers. C'est ça l'équité en termes de fiscalité. Mais par contre, je suis d'accord que trop de taxes tue la taxe. Hein. Et quelque chose qui est mal compris très souvent au Maroc, on mélange les taxes sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Moi, et là je parle à titre personnel, je ne parle pas, la FGD aussi, on a des discussions là-dessus, mais moi je serais prêt à accepter même une baisse de l'impôt sur les sociétés. Sincèrement, ça ne me pose pas de problème, à condition qu'il y ait un impôt sur le revenu fortement progressif. Encourager, à l'image de beaucoup de pays dans le monde, des entrepreneurs à réinvestir et ne pas trop taxer l'entreprise et tout ça, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est, in fine, c'est éviter la rente, éviter le développement de la rente. C'est ça ce qui m'intéresse. Mais on a tendance, chez nous, dans notre pays, et beaucoup de gens, hein, même des gens avertis qui lisent et tout ça, mélanger impôt sur les sociétés et impôt sur les revenus. C'est très, très différent. L'impôt sur les sociétés, et pour le coup, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur le patrimoine, c'est des impôts justes, parce que c'est des impôts sur les individus. Et je vais vous montrer juste une petite phrase à quel point les gens confondent les choses. On a beaucoup entendu qu'il y a eu un fonds Covid qui avait été créé et beaucoup de solidarité au Maroc, les plus riches ont contribué. C'est faux, c'est pas vrai. En termes de dons directs, moi, ce qu'on m'a dit du ministère des Finances, parce que j'ai demandé ça au Parlement, il y a à peine 1,5 milliard qui vient d'individus, aussi bien de
petite classe moyenne, les gens qui ont utilisé les SMS, que des gens qui ont fait des chèques directement. C'est 1,5 milliard de dirhams. Le gros de l'argent est venu d'entreprises. C'est des entreprises qui ont donné de l'argent. Une entreprise n'est pas un individu. Et voilà, malheureusement, c'est des entreprises publiques. Donc c'est encore pire parce que c'est l'État en fait qui a donné à l'État. Donc avec même des choses complètement aberrantes comme Autoroute du Maroc qui a donné alors qu'aujourd'hui elle a besoin d'argent pour se développer. Donc ça c'est. Mais le reste, les entreprises, on a eu beaucoup de grosses entreprises privées qui eux ont donné, qui ont fait des dons. Je trouve ça pas très bien parce que moi j'aurais préféré que ce soit les détenteurs de capitaux, d'actions de ces entreprises qui donnent eux de leur fortune personnelle et non pas de l'argent de l'entreprise. Moi les entreprises, même privées, j'ai envie qu'elles réinvestissent dans l'outil de production. Je préfère que les actionnaires ne prennent pas de dividendes ou prennent de leur fortune personnelle et donnent à l'État, donnent à un fonds Covid pour créer de l'emploi. Ça, c'est ça la solidarité. Ce n'est pas donner par son entreprise dans laquelle il y a d'autres actionnaires. Ça, c'est moins solidaire à mon sens. Voilà. Bien sûr, la confiance, ça a été pour lutter contre la fraude, il y a la confiance. Ben, c'est tout le débat sur le contrat social. C'est jamais réussi à 100%, mais on voit bien que plus vous allez vers les pays où il y a un aboutissement du contrat social, plus les pays sont démocratiques et ont un vrai État social, plus la fraude fiscale est basse. Les pays scandinaves sont les pays où la fraude au fisc est la plus basse au monde. Et il y a même une sorte de fierté de payer l'impôt qui est revendiquée. Je paye mon impôt, je suis fier de payer l'impôt parce que je sais où va cet argent et j'en suis fier. Je suis un bon citoyen parce que j'ai payé de l'impôt. Mais ça marche. Hein. Et ça, pour ne pas paraître comme un doux rêveur, je veux dire quelque chose de très important. La Suède, à la fin du 19e siècle, était le pays le plus inégalitaire d'Europe. Le plus inégalitaire d'Europe. C'était un pays où les 1% les plus riches détenaient, je crois, la plus grosse part de la richesse parmi tous les autres pays d'Europe. C'était un pays, la Suède, à la fin du 19e siècle, où il n'y avait que les riches qui avaient le droit de vote. Et bien, en l'espace de 50 ans, c'est devenu, de 50 ou la 60 ans, le pays le plus solidaire, le moins inégalitaire d'Europe. Comme quoi, c'est faisable. C'est une question, encore une fois, de volonté politique. Il y avait une question, oui, rapidement, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il était lui-même importateur, que les taux, que c'était très risqué. Bon, d'abord, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, la majorité des pays au Maroc avec lesquels on a des accords de libre-échange ne sont pas touchés parce qu'il y a des accords de libre-échange justement. Donc eux, il n'y a pas de 40% ni rien du tout. Avec l'Europe, avec la Turquie, avec les pays arabes, on a toujours c'est 0% sur la plupart des produits ou là, très très faiblement. Donc ça ne touche que des pays avec lesquels le Maroc n'a pas d'accord de libre-échange. Et ça pèse, je crois, 35 ou 40 milliards de dirhams d'importation sur le total des importations marocaines qui sont de l'ordre de 500 milliards par an. Okay. Donc, on est sur ces 40 milliards, il va y avoir des choses. Mais oui, mais c'est ça les efforts qu'il faut faire. Alors, il y a des choses que le Maroc fabrique, à l'État d'encourager pour que ça se développe. Et ce qu'a dit le monsieur lui aussi, il faut que les détenteurs de capitaux au Maroc soient incités, encouragés gentiment, mais aussi gentiment, c'est-à-dire avec des incitations pour se lancer dans l'industrie, pour fabriquer des choses marocaines et qui soient produites au Maroc, que le gouvernement valorise le produit Maroc. Des fois, c'est même avec du symbole, hein, c'est du discours, c'est de mettre sur tous les produits un petit drapeau, comme quoi c'est fabriqué au Maroc, et créer ce patriotisme économique marocain. Ça, c'est du travail. Mais c'est aussi des incitations négatives en refiscalisant un certain nombre de secteurs qui étaient trop sous-fiscalisés. Les aides à l'immobilier, baraka, c'est bon, ça suffit. L'agriculture, c'est prévu pour la fin de l'année, il faut que ça soit défiscalisé. Encore une fois, l'agriculture, on ne parle pas du petit agriculteur qui, lui, ne paiera pas d'impôts parce qu'il est en dessous du SMIC. Donc, lui n'est pas concerné. C'est le grand agriculteur pour pousser les grands agriculteurs à se moderniser d'abord. Ceux qui sont bons, voilà, ils seront bons. Ceux qui n'ont rien à faire dans l'agriculture parce qu'ils ne savent pas faire de l'agriculture doivent abandonner l'agriculture et donner à des gens qui savent le faire. Et pousser aussi des agriculteurs à aller vers la filière en aval, vers l'agroalimentaire, qui est un agroalimentaire marocain. Dernière question, c'était gestion par résultat. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Oui, c'est ce que j'appelais le bon sens, qui n'existe pas beaucoup dans notre pays, hein, chez notre élite. Hein. On a un manque de bon sens, de gestion par résultat, d'évaluation des politiques publiques, de juste évaluer, de dire
au bout de quelques années. Est-ce que ça a marché? Si ça a marché, très bien, ben on met plus d'argent en tant qu'État, on continue. Si ça n'a pas marché, on arrête. Nous, on a très souvent de la gestion, non pas par résultat, mais sur d'autres aspects. Et c'est allié avec le manque de démocratie. Ça, je veux faire une dernière phrase peut-être là-dessus, pour refaire le lien avec ce que je disais sur les palmiers à Rabat. On a très souvent même des ministres et tout ça qui, leur seule obsession, c'est de faire un grand projet qui va être inauguré par le chef de l'État, par le roi. C'est leur seul objectif. C'est leur seul objectif. Regardez même dans les projets d'investissement qui sont prioritaires là, maintenant pour le gouvernement marocain. Ils n'ont pas mis le critère, les projets d'investissement qui créent le plus d'emplois parce qu'ils ont fait des coupes budgétaires. Et ils ont décidé de garder un certain nombre de projets d'investissement et d'en abandonner d'autres ou de reporter d'autres. Ceux qu'ils ont gardés, au lieu de dire on garde ceux qui créent le plus d'emplois, qui vont maintenir le plus d'emplois, non. Ils ont mis comme critère numéro 1 ceux qui ont été inaugurés devant Sa Majesté le Roi. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas contre ce qui a été inauguré devant le roi. Au contraire, c'est très bien. Mais ce n'est pas un critère pour maintenir un investissement. Le critère devrait être qu'est-ce qui maintient le plus d'emplois? Qu'est-ce qui va générer le plus de valeur ajoutée pour le pays? Si ça a été inauguré devant le roi, très bien. Mais si ça n'a pas été inauguré, peut-être qu'il y a des projets qui n'ont pas été inaugurés devant le roi et qui créent plus d'emplois. Et bien, c'est cela qu'il faut garder. C'est ça le bon sens. C'est ça la gestion par résultat. Voilà. Mais pour y arriver, il faut que des gens comme vous, des gens qui s'intéressent à la chose publique, s'engagent. Hein. Moi, c'est mon mot de la fin. On ne peut pas continuer au Maroc. On ne changera rien au Maroc si on continue à voir, comme les dernières élections, 6 millions de Marocains qui votent sur 25 millions de personnes en âge de vote. Ça ne marchera pas, ça ne changera pas. Hein. Ça ne changera pas. Et les partis politiques, la majorité des partis politiques ne veulent pas que ça change. Hein. Je vous le dis tout de suite, ils sont très contents comme c'est aujourd'hui. Et ils ne veulent pas que les 20 millions de Marocains se mettent à voter parce que ça changerait peut-être la carte politique du Maroc. Donc, il faut que plus de Marocains s'inscrivent sur les listes électorales, votent et je dirais même plus se présentent aux élections. Avec nous, marhaba, nous, la FGD, oui, mais pas que la FGD. Moi, je suis pour que des gens qui ont d'autres sensibilités politiques créent leur parti politique, se présentent peut-être même en indépendant aux élections locales, pour commencer, où il y a besoin d'un sang neuf de gens qui ont du bon sens, qui rentrent un peu dans les communes et poser les questions, déjà embêter les détenteurs de rente, que les embêter pour commencer, avant ou peut-être même gérer des communes de manière exemplaire. Voilà, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation et j'espère à très bientôt. Excellent, merci beaucoup, Sir Omar. Je sais qu'on a débordé sur le temps. Écoutez, et en parallèle, on a laissé pas mal de questions. Je tiens votre parole. Là, on doit absolument peut-être programmer une autre session, si votre temps le permet. Écoutez, je tiens à remercier tous les participants et particulièrement Sir Omar. Merci, à bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.